Chapitre 1. Partie Akiro. Un instant ils étaient dans la cour d'Ondiane. L'instant suivant ils coulaient à pic dans un univers aquatique glauque se débattant pour ne pas se noyer. Camille sentit ses poumons sur le point d'exploser. De l'eau partout. Elle ne savait pas dans quelle direction nager et ne parvenait pas à distinguer le haut du bas. À côté d'elle, Salim ouvrait de grands yeux terrifiés. Tout à coup, elle heurta quelque chose du pied. Elle baissa les yeux, si baisser était le terme exact. Une voiture se trouvait là, l'avant planté dans la vase. C'était le repère qui lui manquait. Suivie par Salim, elle se propulsa vers le haut d'un violent coup de pied. Des points noirs papillonnaient devant leurs yeux et ils étaient près de perdre connaissance lorsqu'ils crevèrent la surface. Ils inspirèrent une délicieuse bouffée d'air et la vie emplit leurs poumons. Ils étaient au beau milieu d'un fleuve. Il faisait grand jour, un faible courant les entraînait et sur les berges, Camille reconnut les immeubles de la cité de Salim. « Courage !» lança-t-elle. « La maison est juste là !» Génial, jeta Salim. Je n'aurais même pas besoin de me laver en arrivant. Ils bataillèrent de longues minutes pour regagner la rive et s'accrochèrent épuisés à une échelle au bord du quai. Des voix toutes proches retentirent, des bras se tendirent et ils furent tirés hors de l'eau. Que vous est-il arrivé ? Demanda quelqu'un. Regardez, lança une voix. On dirait les deux adolescents qui ont disparu et dont on parle à la télévision. Camille ferma les yeux. Les véritables problèmes commençaient. La police fut sur les lieux peu de temps après et les conduisit au commissariat. Pendant le trajet, Camille se pencha vers son amie. « Nous avons été enlevés !» murmura-t-elle. « Nous nous sommes échappés. Laisse-moi parler et contente-toi de confirmer ce que je dirai. » Salim, dépassé par les événements, hocha la tête. Au commissariat, on leur procura des vêtements secs, puis un inspecteur les interrogea. Camille lui raconta une histoire qu'elle tenta de rendre aussi plausible que possible. Des inconnus les avaient kidnappés devant chez elle 4 jours plus tôt. Ils les avaient bâillonnés et leur avaient bandé les yeux, avant de les enfermer dans une pièce qu'elle pensait vide puisque les rares paroles prononcées résonnaient fortement. Il lui avait semblé entendre les voix de 3 hommes différents, mais elle n'en était pas certaine. Pour faire bonne mesure, elle se mit à pleurer doucement. L'inspecteur, désolé, essaya maladroitement de la consoler. Salim, lui, jouait les hébétés. Il n'avait pas à se forcer beaucoup tant le changement l'avait assommé. « Et comment vous êtes-vous libéré ?» demanda le policier. Camille relata la dernière partie de son mensonge. Les ravisseurs les avaient détachés, puis entraînés de nouveau dans une voiture. Pendant le trajet, Salim et elle avaient discrètement fait glisser les bandeaux qui les aveuglaient. 2 hommes étaient assis à l'avant. Quand nous sommes passés au-dessus du fleuve, l'auto a ralenti avant de s'arrêter. Les 2 hommes ont consulté une carte sans faire attention à nous. Les portières étaient déverrouillées. Nous avons risqué le tout pour le tout. Nous nous sommes précipités à l'extérieur et nous avons sauté du pont. L'inspecteur paraissait partagé entre l'admiration et le doute. « N'avez-vous pas d'autres renseignements ? Tous les indices, même infimes, peuvent nous être utiles. » Camille fit mine de réfléchir et ajouta. « Juste avant d'enjamber le parapet, j'ai vu le numéro d'immatriculation de la voiture. » L'inspecteur se penchant en avant, soudain très attentif. « Et tu t'en souviens ? » « Oui, 6444, RG26. »« Parfait, je vérifie, j'en ai pour 1 minute. » Il fit pivoter sa chaise pour faire face à son ordinateur. Il tapota quelques touches et se rejeta en arrière en pestant. « Une voiture volée, j'aurais dû m'en douter. Ce qui m'intrigue, c'est que le vol a été déclaré il y a plus d'1 an. Où l'ont-ils planqué pendant tout ce temps ?» On frappa à la porte du bureau et un policier en uniforme passa la tête par l'entrebâillement. « On vous attend à l'accueil, chef. » L'inspecteur se leva. « Ce sont certainement vos parents. Nous les avons avertis dès que nous vous avons retrouvés. Je reviens dans un instant. » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de plaque d'immatriculation ?» demanda Salim dès qu'ils furent seuls. Camille sourit, ses cheveux étaient trempés, elle portait de vieux vêtements trop grands pour elle et sentait la vase. Mais Salim la trouvait encore plus belle que d'habitude. « C'est le numéro de la voiture que nous avons vue au fond du fleuve. Si elle était là, ce n'est pas par hasard. Il y avait de fortes chances qu'elle ait été volée. »« Tu es géniale !» Elle fit mine de se fâcher. « Et toi, tu es un danger public. Qu'est-ce qui t'a pris de me parler du fleuve juste avant qu'on fasse le pas sur le côté ? J'avais commencé à dessiner le parc, tu as tout détraqué !» Salim éclata de rire, Camille l'imita. « Désolé, ma vieille, commença-t-il. La porte du bureau s'ouvrit et Monsieur du Ciel entra. « Je ne vois vraiment pas ce que la situation a de comique, » lança-t-il à Camille de sa voix sèche. « Vous nous faites mourir d'inquiétude. Vous nous couvrez de ridicule en faisant parler de vous dans tous les journaux. Nous sommes appelés au commissariat comme des parents de délinquants, et quand j'arrive, je vous trouve en train de rire avec cette espèce de... Je m'appelle Salim, monsieur. D'impertinent !» acheva Monsieur du Ciel. Quant à vous, Camille, vous n'avez pas fini d'en entendre parler, croyez-moi. L'inspecteur entra à son tour dans le bureau et trouva Monsieur du Ciel rouge de colère, les mains sur les hanches, en train d'apostropher Camille.
Je m'attendais à trouver votre fille dans vos bras, remarqua-t-il. Monsieur du Ciel essaya de se donner une contenance. L'émotion, sans doute. L'inspecteur ne parut pas dupe, mais n'ajouta rien. Il se tourna vers Salim. Ta mère revient de nous rappeler. Elle n'a pas le temps de venir te chercher et veut que tu rentres à pied. Il soupira avant d'ajouter. Quel monde, c'est incroyable. J'ai demandé une voiture, nous allons te raccompagner. Bon, les enfants, nous ferons tout pour coincer les gens qui vous ont fait ça. Mais je ne vous promets rien. Nous disposons de peu d'éléments. Comme on dit dans les films, ne vous éloignez pas, j'aurai peut-être des questions à vous poser. En attendant, reposez-vous et ne ressassez pas trop cette histoire. Évidemment, si vous vous souvenez de quelque chose, même un détail, n'hésitez pas, prévenez-moi. Je suis l'inspecteur Frenchina. Camille se sentit rougir. Mentir n'avait pas été difficile, mais le policier était si humain que le tromper lui faisait honte. Heureusement, il ne remarqua pas son tour et leur adressa un franc sourire. Vous allez sans doute être interviewé par des journalistes. Ils sont parfois un peu difficiles à supporter, mais ne vous inquiétez pas, cela ne durera pas et vous retrouverez bientôt votre petite vie tranquille. Camille le remercia. Petite vie tranquille, s'il savait. Chapitre 2. Partie Akiro. Camille fut accueillie avec froideur. Sa mère déposa un baiser sur sa joue en plissant le nez. Mon Dieu, que vous sentez mauvais! J'ai dû plonger dans le fleuve pour m'échapper. Il faut toujours que vous fassiez remarquer. Était-ce bien nécessaire? Enfin, maintenant que vous êtes revenu, allez vous laver et passer une tenue convenable. Ne traînez pas. Depuis 2 jours, les journalistes guettent le moindre de nos gestes. Nous avons décidé, votre père et moi, de les laisser vous questionner une bonne fois pour toutes. Le plus tôt étant le mieux. Ils seront là sous peu. Ainsi, ne nous importuneront-ils plus. Inutile de vous dire que nous n'avons pas apprécié la publicité que votre aventure nous a attirée et que nous avons hâte que tout cela soit oublié. Camille se mordit la langue pour ne pas exploser et elle s'obligea à gagner calmement la salle de bain. Une fois la porte refermée derrière elle, elle serra les poings, frappa violemment du pied par terre et cracha une bonne dizaine de jurons. Imaginer que sa mère l'attendait lui rendit le sourire. Elle se déshabilla et pendant que la baignoire se remplissait, examina son reflet dans la glace. Heureusement que les du ciel ne lui accordaient guère d'attention, sinon ils auraient sans doute remarqué son bronzage récent et elle aurait eu du mal à l'intégrer à son histoire de captivité. Elle se glissa dans son bain en soupirant d'aise. Elle ne s'était que débarbouillée ces 4 derniers jours et sa baignade forcée n'avait fait qu'aggraver la situation. Elle l'empestait. Posés en tas sur le carrelage, les vieux vêtements qu'on lui avait prêtés juraient avec le luxe de la salle de bain. Camille les regarda avec un petit sourire qui se transforma en grimace. « La sphère graphe !» s'exclama-t-elle. Elle était restée au commissariat dans la poche de son jean. Comment avait-elle pu l'oublier, sans compter que si ses parents découvraient les vêtements avec lesquels elle était revenue, ils allaient exiger des explications. Elle avait fait une erreur, elle aurait dû réfléchir davantage avant de faire le pas sur le côté. L'idée des problèmes qui l'attendaient gâcha le plaisir de son bain. Elle se savonna rapidement, se rinça et sortit de la baignoire. Elle se préparait à enfiler un jean et un t-shirt lorsqu'elle se rappela les recommandations de sa mère. Elle choisit donc une robe de jeune fille modèle, qu'elle assortit d'un bandeau pour retenir ses cheveux. Son image dans le miroir de sa chambre faillit la faire éclater de rire. Difficile de dormir à la belle étoile avec cet accoutrement. Les journalistes l'attendaient dans le salon. Elle s'était imaginé de nombreux techniciens, des fils partout, des spots. Il n'y avait que 2 hommes dont l'un portait une caméra numérique. Assise dans un fauteuil, sa mère minaudait tandis que son père prenait des poses devant la cheminée. Ils s'avancèrent vers elle, plein de sollicitude. L'interview dura une demi-heure et Camille fut tentée à plusieurs reprises de se pincer, tant l'attitude de ses parents était incongrue. Ils rivalisaient de gentillesse à son égard et multiplièrent les marques d'affection. Quand les journalistes furent partis, ils se regardèrent avec l'assurance de ceux qui pensent avoir été parfaits. Camille les avait trouvés grotesques. L'inspecteur avait raison, la vie reprenait comme avant. Les du ciel classèrent l'affaire sans état d'âme. Ils ne cherchèrent pas une seconde à savoir ce qui avait pu motiver l'enlèvement et ne posèrent pas la moindre question à Camille sur ce qu'elle avait vécu. Elle finit sa soirée dans la bibliothèque, seule, levée dans son fauteuil favori, échafaudant des plans pour la suite. Il lui tardait d'être au lendemain pour les soumettre à la sagacité de Salim. Chapitre 3. Partie Akiro. Au collège, ils furent accueillis comme des stars. Tout le monde voulait leur parler, leur poser des questions, savoir en détail ce qui s'était passé. Avant qu'il ne soit submergé par la foule des curieux, Salim avait eu le temps de souffler à l'oreille de Camille. « J'ai tes fringues à la maison, j'ai aussi ta pierre dans ma poche. » À la récréation de 10 heures, les mois étant un peu retombés, Camille et Salim purent se retrouver dans un coin de la cour pour discuter tranquillement. « Comment ça s'est passé chez toi ?» demanda-t-elle. Le garçon sourit largement. « Au poil! Je ne suis pas sûre que ma mère se soit aperçue que j'étais partie. Non, je plaisante, elle en avait entendu parler à la télé. Et toi, ton père a continué sur sa lancée du commissariat ?»
Camille décida de calquer son attitude sur celle de son ami. Inutile de se ronger les sangs ou de se lamenter, mieux valait en rire. Il était un peu tendu à cause de l'émotion, voilà tout. J'ai été accueillie avec des fleurs et j'ai coulé sous les cadeaux de bienvenue. Salim approuva d'un hochement de tête appréciatif. Nous avons une sacrée chance d'avoir des familles aussi affectueuses, tu ne trouves pas? Camille acquiesça. Adopter un enfant, elle le savait, représentait une aventure longue et complexe qui requérait une bonne dose de ténacité et énormément d'amour. Pourquoi les du ciel avaient-ils fait l'effort de l'accueillir? Ils n'éprouvaient rien pour elle, ils la considéraient comme une chargée et non comme un membre de leur famille. Tu as raison, Affirma-t-elle. à part un couple de cliches, je ne saurais imaginer mieux que mes parents. Mais dis-moi, comment tu fais pour les habits et la pierre? Pour les fringues, ça a été simple, je les ai demandées à l'inspecteur Franchina. Il me les a données dans un grand sac poubelle sans prêter attention à nos tuniques et à nos bottes. Et la sphère tu l'as? Je n'arrive toujours pas à la toucher, alors j'ai découpé la poche de ton jean, tiens. Camille prit la pierre bleue dans le creux de sa main. J'ignore à quoi elle sert, Remarqua-t-elle songeuse. mais je m'y suis habituée, j'aime bien l'avoir avec moi. Un jour, elle me sera peut-être utile. Je n'ose pas imaginer la tête des policiers s'ils avaient essayé de la saisir. Ils seraient sans doute venus te poser quelques questions supplémentaires, tu ne crois pas? Sûrement, il faudra que je sois plus prudente désormais, d'autant que j'ai encore pas mal de choses à faire. Que nous avons? S'indigna Salim. Tu ne vas pas me laisser tomber tout de même. Camille lui sourit avec reconnaissance. Tu n'es pas obligé de m'aider, tu sais. Je t'ai entraîné dans cette aventure sans te demander ton avis, et nous avons bien failli laisser notre peau. Je comprendrai que tu préfères ne plus t'en mêler maintenant. Salim prit un air sérieux que Camille ne lui connaissait pas. Nous allons régler cette question une bonne fois pour toutes, dit-il avec fermeté. Je suis avec toi, jusqu'au bout, tu es mon ami et vu l'accueil de ma famille, je pense que tu es la seule personne importante que j'ai au monde. Alors ne compte pas m'abandonner en chemin. Nous retrouverons Akiro ensemble et nous l'enverrons faire son devoir à Gwendalavir. Camille inspira longuement, l'émotion l'étreignait. Sans se l'avouer, elle avait craint un moment de devoir continuer seule. Salim s'en aperçut et son grand sourire habituel remplaça sa mine grave. Et puis, continua-t-il, tu imagines un peu la raclée que me mettrait Edwin s'il apprenait que je t'ai laissé tomber? Bien, je suppose que tu as passé la nuit à mettre un plan d'attaque au point. Par quoi commençons-nous? J'ai eu plusieurs idées. Celle que j'ai retenue passe par une visite chez le juge. Ce sont certainement mes parents, les vrais, qui nous ont conduits dans ce monde, mon frère et moi, après avoir bloqué notre mémoire. Mes premiers souvenirs datent du jour où je me suis retrouvée dans le bureau du juge avec mes parents, les faux. Tu crois que c'est le même juge qui vous a placés tous les deux? C'est possible. Mes parents, les vrais, ont dû faire les choses correctement. Je les imagine mal nous abandonner sur les marches d'une église par une froide nuit d'hiver. De mal, ça rendrait ton histoire encore plus pathétique. Salim, tu as une cervelle de crustacé. Si le juge a conservé des documents nous concernant, mon frère et moi, il faut mettre la main dessus. Tu comptes lui demander gentiment la permission de fouiller dans ses archives? Une cervelle de crustacé débile. Après les cours ce soir, nous passerons devant le tribunal et nous aviserons pour la suite. Bien, chef, le crustacé à vos ordres. Camille éclata de rire et Salim, qui avait recherché cet effet, se sentit soulagé. Leur journée au collège leur parut d'une morosité insupportable. Ils avaient pris l'habitude d'un rythme de vie trépidant où danger et merveille se succédaient à un rythme rapide. Être assis à une table pendant une journée entière fut une torture. Ils finirent cependant par être libérés et partirent d'un pas rapide. Je ne peux pas traîner, avait expliqué Camille. Pendant quelques jours, mes parents vont me surveiller de près. Il faut que je fasse attention. Elle avait trouvé l'adresse du juge pour enfants, dans l'annuaire. C'était un annexe du tribunal situé dans le centre-ville. Un petit parc bien entretenu s'étendait devant la façade principale. Ils firent le tour du bâtiment pour repérer les ouvertures. Les deux portes d'entrée étaient imposantes et bardées de serrures. Les fenêtres du rez-de-chaussée munies de barreaux et celles des étages se trouvaient à une bonne hauteur du sol. C'est une véritable forteresse, soupira Camille accablée. Je ne vois absolument pas comment nous y introduire. J'ai 2 ou 3 idées, la rassura Salim. Tu veux que je te les expose? Camille regarda sa montre et secoua la tête. Pas maintenant, il faut que j'y aille. Tu crois qu'on pourrait essayer cette nuit? Sans aucun problème, affirma Salim. Mais comment vas-tu t'échapper? Je me débrouillerai. Rendez-vous à 1h, d'accord? Bien, chef, je serai là. Camille lui lança un clin d'œil et rentra chez elle, en marchant à vive allure pour arriver à temps. La soirée lui parut interminable. Madame du Ciel, pour une fois, l'interrogea sur ce qu'elle avait fait au collège. Mais Camille comprit rapidement que ses réponses ne l'intéressaient pas vraiment. Elle prétexta une grosse fatigue et monta dans sa chambre. Son principal souci pour son évasion nocturne était la présence de Sultan et Genji. Les molosses la connaissaient. Ils ne l'attaqueraient pas, mais ils risquaient d'aboyer. Or, la police avait certainement établi un rapprochement entre son enlèvement et la présence d'un prétendu rôdeur qui avait brisé une vitre quelques jours plus tôt.
Elle devait se débrouiller pour passer inaperçue. Camille se mit à tourner en rond en attendant l'heure. Vers minuit et demi, elle ouvrit la fenêtre de sa chambre. Les chiens arpentaient la pelouse. Maître Duhomme avait affirmé que dans ce monde, l'art du dessin s'affaiblissait jusqu'à parfois disparaître complètement. Elle avait pourtant dessiné à plusieurs reprises, bien que de manière involontaire ou brouillonne. Il était temps de vérifier si elle avait progressé. Elle se concentra et aussitôt un sourire illumina son visage. La magie opérait à nouveau. Elle parvenait à imaginer, dessiner et faire basculer dans la réalité ce qu'elle voulait. La règle énoncée par l'analyste ne la concernait apparemment pas. Il lui fallait cependant découvrir si sa création pouvait leurrer les chiens de garde et leur odorat infaillible. À une dizaine de mètres de Sultan et Genji, une magnifique femelle Rottweiler apparut, les regardant avec impudence. Les molosses flairèrent l'air, ce qu'ils sentirent dut leur plaire, car ils s'approchèrent de la chienne en frétillant de la queue. Elle s'éloigna d'un pas léger et les deux chiens la suivirent, subjugués par sa présence. Camille était émerveillée. Ce pouvoir ouvrait des perspectives si vertigineuses que la tête lui en tournait presque. Elle retint avec difficulté un cri de joie et enjamba l'appui de la fenêtre. Elle s'agrippa à la gouttière et glissa jusqu'à terre. Elle partit du côté opposé à la direction qu'avaient prise les cerbères. Les détecteurs infrarouges reliés aux alarmes étaient placés assez haut, pour que les chiens ne coupent pas leurs faisceaux, et elle n'eut aucune difficulté à les éviter. Elle passa le mur en s'aidant des branches d'un vieux pin, se laissa tomber souplement dans la rue et regarda derrière elle. Le retour serait plus difficile. Salim devrait l'aider à grimper. Ce n'était toutefois pas le moment d'y penser. Aussi, Camille partit d'un bon pas vers le centre-ville. Son ami l'attendait à l'endroit convenu. Habillé de sombre, il se fondait dans l'obscurité et elle ne le remarqua qu'au dernier instant. « Merci » murmura-t-elle. « Le crustacé de l'ombre est toujours prêt pour de nouvelles aventures, chef. » Elle lui serra l'épaule. « On y va » Salim hocha la tête. Ils s'approchèrent discrètement de la grille basse qui entourait le parc du bâtiment. Après un regard circulaire sur la rue déserte, ils l'enjambèrent. Ils contournèrent en silence l'édifice avant de revenir sur leurs pas. « Tu vois une solution » fit Camille dubitative. Une petite fenêtre sans volet s'ouvrait tout en haut de la façade, au niveau du 3e étage. « On va passer par là » décréta Salim. « Nous ne sommes pas des oiseaux » rétorqua Camille. « Les crustacés ne volent pas, tu sais » Le garçon sourit dans l'ombre. « Fais-moi confiance. Est-ce que tu peux grimper jusqu'à la fenêtre qui est là, au 1er étage ?»« Sans problème » répondit-elle. « Mais j'ai oublié ma dynamite pour forcer les volets. » « Attends-moi une minute, je reviens. » Le temps que Camille comprenne, il s'était élancé. Il prit appui sur les barreaux du rez-de-chaussée, tendit un bras et crocheta le bas d'un volet au 1er étage. Il se hissa à la force des poignets jusqu'à se retrouver perché sur une minuscule corniche, faisant le tour de l'édifice. Il allongea lentement jusqu'à un endroit où les joints abîmés, entre les pierres de la façade, lui offrit de nouvelles prises. Il commença alors à grimper avec précaution. En bas, Camille retenait sa respiration. Elle le vit atteindre sans encombre le 2e étage, attaquer la dernière partie de son escalade. Il dut faire pratiquement un grand écart pour accéder à la fenêtre qu'il avait repérée. Salim avait vu juste. Elle était entrouverte et il put se glisser à l'intérieur. Camille soupira de soulagement. Au bout de ce qui lui parut être une éternité, un grincement la fit sursauter. Un des volets de la fenêtre du 1er étage s'ouvrit légèrement. « Allez ma vieille » souffla Salim, « à toi de jouer !» Camille attrapa à son tour les barreaux du rez-de-chaussée et se hissa au niveau du 1er étage. Salim lui saisit la main et l'aida à passer à l'intérieur. Elle se retrouva dans l'annexe du tribunal. Lorsque Salim tira le volet, il y régnait une obscurité presque complète. Se déplacer s'annonçait difficile. Une douce lumière naquit au bout de ses doigts. Salim sursauta. « Ma parole, tu es une véritable sorcière !»« Je ne sais pas pourquoi, » lui expliqua-t-elle. « mais je trouve que la lumière est la chose la plus facile à dessiner. » Ils étaient dans une salle d'attente, meublée de chaises et d'une table basse supportant une pile de revues. Dès qu'elle fut dans le couloir, Camille reconnut les lieux. C'était son plus vieux souvenir et il était présent dans son esprit dans ses moindres détails. Suivie par Salim, elle gagna la cage d'escalier et monta au 2e étage. Là, elle se dirigea sans hésiter vers une porte imposante tendue de cuir. Elle n'était pas fermée à clé et ils pénétrèrent dans une pièce spacieuse, aux murs couverts de livres, au bureau sombre trônant en son centre. Camille se souvenait parfaitement de l'homme assis dans ce fauteuil, mais n'avait aucune idée de l'endroit où il rangeait ses documents. Une imposante armoire métallique, haute de 2 mètres et large d'autant, attira son attention. Elle était divisée en tiroirs coulissants, marqués chacune d'une série de lettres. Camille ouvrit le tiroir qui portait les lettres D-I-E-N et découvrit une multitude de dossiers bien classés. « Heureusement que ce juge est plus ordonné que moi !» souffla-t-elle à Salim. Elle trouva sans difficulté le dossier du ciel. Elle le posa sur le bureau et le feuilleta. Elle aurait aimé le consulter tranquillement, mais n'osait pas prendre le temps de le faire, non plus que le risque de l'emporter. L'information qu'elle cherchait se trouvait à la 3e page dans un paragraphe intitulé « Fratrie ». Elle avait bien un frère.
Il s'appelait Mathieu et il avait été adopté 2 jours avant elle par une famille du nom de Boulanger. Elle mémorisa l'adresse, remarquant au passage qu'il était précisé que toute communication entre le frère et la sœur était interdite. Le juge avait souligné l'information en rouge, ajoutant une série de points d'interrogation qui laissaient présumer le caractère inaccoutumé du procédé. Elle rangea ensuite le dossier à sa place. Ils ressortirent par la fenêtre de la salle d'attente. Avant de rejoindre Camille, Salim repoussa les volets le mieux possible pour dissimuler leur intrusion. L'opération avait duré moins d'une demi-heure. Ils regagnèrent la maison de Camille. Là, Salim l'aida à se hisser sur le mur d'enceinte. Une fois perchée à son faîte, elle aperçut Genji et Sultan, mais ne vit aucune trace de la chienne qu'elle avait dessinée un peu plus tôt. Cela ne la surprit pas. Maître Duhomme lui avait expliqué que les dessins n'avaient qu'une durée d'existence limitée. Elle se glissa dans l'imagination. Un instant plus tard, les 2 molosses s'éloignèrent à la poursuite de la belle qui venait de réapparaître sous leurs yeux. Camille se pencha vers son amie. « Tu as été génial !» Salim sentit son cœur prêt à exploser, comme à chaque fois que Camille le complimentait. Il ne trouva rien à répondre, signe qu'il était vraiment ému, et haussa les épaules pour se donner une contenance. Sur un dernier sourire, Camille se laissa glisser dans le jardin et regagnait sa chambre sans encombre. Elle eut du mal à s'endormir. Elle tournait et retournait le nom et l'adresse de son frère dans son esprit. Mathieu Boulanger, 26 rue de la Plaine. Elle calcula qu'il était un peu plus jeune qu'elle ne l'était aujourd'hui lorsqu'ils avaient été conduits dans ce monde. À présent, il avait entre 18 et 19 ans. Était-il possible qu'elle y croisait sans rien pressentir? La rue de la Plaine était dans le centre-ville. Elle devait l'avoir empruntée une bonne centaine de fois en 7 ans. Elle essaya de l'imaginer, mais son portrait ne cessait de se modifier. Lorsqu'il prit les traits de Salim, elle renonça et ferma les yeux. Chapitre 4. Partie Akiro. Le lendemain matin, Salim l'attendait devant le collège en faisant les 100 pas. « Je suis passé rue de la Plaine, » lui annonça-t-il. « Il y a bien une famille Boulanger au 26. » Camille laissa échapper un cri de joie. « Génial! On y va ce soir après les cours ?» « D'accord. Tu vois, ça n'a pas été trop compliqué de le retrouver. » « C'est vrai, reste que j'ai le trac. Il ignore peut-être que les boulangers ne sont pas ses vrais parents. Il risque de tiquer si je lui annonce que je suis sa sœur. » Ça, ma vieille, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Leur journée de classe fut interminable. Camille n'avait qu'une hâte, que la sonnerie les libère, et à 17h, ils furent parmi les premiers à quitter le collège. À leur grande surprise, l'inspecteur Franchina les attendait à la sortie. « Bonjour les jeunes, j'étais dans le coin et j'ai eu l'idée de passer pour prendre des nouvelles. Comment allez-vous ?»« Ça va !» répondit Camille. Le policier eut un sourire un peu gêné. « Ton père n'a pas eu l'air très heureux de te revoir, ça a dû te faire de la peine. »« Bof, vous savez, j'ai l'habitude. Il n'est pas du genre à étaler ses sentiments. »« Tout de même, on aurait pu s'attendre un peu plus de gentillesse, j'avoue que son attitude m'a étonné. » Camille le dévisagea. Vous soupçonnez mon père d'avoir un rapport avec notre enlèvement ? Le policier rougit légèrement et prit la parole trop vite sur un ton mal assuré. Pas du tout. Pourquoi voudrais-tu que je le suspecte ? Je ne veux rien dire, mais si vous désirez qu'on ne devine pas vos pensées, il vaudrait mieux les dissimuler. L'inspecteur haussa les épaules et après un bref salut se dirigea vers sa voiture. Waouh ! S'exclama Salim. Tu as dû perdre un boulon pendant nos aventures. Qu'est-ce qui t'a pris de lui parler comme ça ? Tu n'as même pas été poli. Camille soupira. N'exagère pas, son enquête patine, il a besoin de suspects et il est évident qu'il trouve louche le comportement de mon père. Mais comme nous sommes des collégiens, il n'a pas pris la peine de masquer ses soupçons et ça m'énerve. Si je lui ai parlé sur ce ton, c'est que nous avons d'autres choses à faire qu'à discuter des raisons d'un enlèvement qui n'a pas eu lieu, tu viens ? Les 2 amis partirent vers le centre-ville et gagnèrent la rue de la Plaine. Le 26 était un ancien hôtel particulier, bien restauré avec des barreaux de fer forgés aux fenêtres du rez-de-chaussée. La porte d'entrée, en bois sombre, dominait le trottoir de quelques marches. Salim resta en arrière, tandis que Camille, après une légère hésitation, appuyait sur le bouton de la sonnette. Bientôt, des pas retentirent et la porte s'ouvrit sur une femme âgée d'une 50aine d'années. Elle eut un mouvement de recul nettement perceptible en découvrant Camille, mais se reprit très vite et lui offrit un sourire avenant. « Oui » dit-elle. « Bonjour madame » commença Camille. « Est-ce que je pourrais parler à Mathieu ?» La femme prit un air étonné. « Mathieu ? Mais il n'est pas là. »« Ah ! Que lui veux-tu à Mathieu ?» Camille se jeta à l'eau. « J'ai entendu parler de lui au collège et... » Madame Boulanger l'arrêta d'un geste aimable. « Toujours ces histoires de dessin, je suppose. C'est vrai qu'il est très doué, mais tu devras te trouver un autre professeur si c'est bien ce que tu cherches. Mathieu vit à Paris depuis 2 ans. Il a intégré les Beaux-Arts, et nous ne le voyons que pendant les vacances. »
Camille eut envie de hurler, mais elle réussit à se contenir. Elle remercia Madame Boulanger qui lui adressa un signe de la main avant de refermer sa porte. En essayant de calmer les battements de son cœur, Camille s'avança vers Salim qui s'était discrètement reculé de quelques pas lorsque Madame Boulanger était apparue. Il écouta toute l'histoire. « Calme-toi, ma vieille !» s'exclama-t-il en voyant son visage bouleversé. « Paris, ce n'est pas le bout du monde. Tu vas tranquillement retourner chez toi. Demain, nous chercherons une solution à ce problème. Cela aurait été étonnant qu'on réussisse en 2 jours, je dirais même frustrant, tu ne crois pas ?» Tu as sans doute raison, admit-elle. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être déçue. Salim leva les yeux au ciel. Ah, c'est génie, il leur faut tout de suite. As-tu réfléchi à ce que nous ferons une fois qu'on aura trouvé ton frère? Tu vois, moi je te le dis, on va s'ennuyer. Ne sois donc pas pressé de finir ton travail, d'accord? Salim avait un don certain pour dédramatiser une situation. Quand elle le quitta, Camille était rassérénée. Une fois rentrée chez elle, elle se serait volontiers blottie dans un fauteuil devant un bon film. Mais Madame du Ciel lui rappela qu'elle était punie et qu'à son souvenir personne n'avait levé la sanction. Camille renonça à s'expliquer et se retira jusqu'au dîner dans la bibliothèque. Le repas fut aussi plaisant que d'habitude et lorsqu'il prit fin dans un silence pesant, elle se demanda si elle serait encore capable de supporter cette atmosphère pendant toutes les années qui lui restaient à vivre avec les du ciel. Elle regagna sa chambre en invoquant des révisions et s'allongea sur son lit. L'urgence de la situation en Gwendalavir excluait qu'elle attende l'hypothétique retour de son frère pour les vacances. Mais elle ne connaissait pas Paris et s'inquiétait à l'idée de devoir s'y rendre. Un grattement sur le parquet la tira de ses réflexions. Elle pencha la tête et bondit de surprise. Un curieux animal, à peine plus gros qu'une souris, était assis au milieu de sa chambre et se frottait le museau avec ses pattes avant. Il avait une fourrure gris pâle qui semblait très douce, une queue en panache et des oreilles pointues. Au bruit que fit Camille en se penchant, la bestiole inclina la tête sur le côté et braqua sur elle des yeux noirs immenses, presque démesurés par rapport à sa taille. Elle trottina vers le lit et escalada la couette qui pendait jusqu'au sol. Camille tendit la main très doucement et du bout des doigts effleura la fourrure grise. Le petit animal émit un curieux ronflement. La souris, sauf que ce n'était pas une souris, ronronnait comme un chat. « D'où viens-tu, toi ?» murmura-t-elle en la caressant. La bestiole se figea, la regarda de nouveau droit dans les yeux, puis se dégagea de la main qui la cajolait. Camille, sous le charme, la vit grimper sur son bras, longer son épaule et venir se blottir contre son cou, tout près de son oreille. Elle se sentit heureuse, comme si l'animal dégageait des ondes familières. Ce ne fut donc pas la naissance du dessin qui la surprit, mais le fait que ce n'était pas la bestiole qui le créait. Elle avait transporté et le laissait maintenant basculer dans la réalité. Ce fut d'abord une création informe, presque une sensation, qui lui rappela son contact mental avec Eléa Ril Morianbal. Puis, comme pour lui donner raison, le dessin devint une myriade de mots qui s'agencèrent directement dans son esprit. Camille ne put retenir un léger cri. La voix de Maître Duhomme s'éleva alors et elle fut absolument attentive. « Eh oui, Lan, bonjour ou bonsoir, puisque j'ignore quelle heure il peut être dans ton monde. J'espère que le chuchoteur ne t'a pas trouvé à un moment trop dérangeant pour toi. Il avait pour mission de ne t'approcher que si tu étais seul, mais ces animaux sont parfois distraits. Comme tu peux le constater, les marcheurs ne sont pas les seuls à pouvoir faire le grand pas. Je pense que tu auras préféré que je t'envoie un chuchoteur plutôt qu'une de ces araignées répugnantes. Trêve de plaisanterie, j'ai plusieurs nouvelles à t'annoncer. 2 en fait. La première est bonne, et Yana est sauve. Les rêveurs d'Ondiane ont accompli des prouesses. Ils marient à la perfection une excellente connaissance du corps humain et une pratique mystérieuse d'un art dérivé du dessin. Je crois que personne d'autre qu'eux n'aurait pu la sauver. Elle a repris connaissance ce matin et se rétablit à vue d'œil. Elle a reconnu son appartenance à la guilde des marchombres et a été soulagée que cela ne nous choque pas. Elle a prêté un serment de dette à Edwin. Sache que les marchombres ont un sens de l'honneur très développé, et Yana ne se considérera comme libre qu'après lui avoir sauvé la vie 3 fois. Tu connais Edwin comme moi, elle risque d'être liée pour un moment. La deuxième nouvelle est plus sombre. Avec l'aide des rêveurs, j'ai un peu sondé l'imagination. Ceux dont Diane emprunte des spires qui leur sont propres, et que les Telish ne connaissent pas. Nous venons d'assister au départ d'un mercenaire du chaos. J'ignorais que leur dessinateur pouvait faire le grand pas, mais l'un d'eux vient de quitter votre monde. J'ai peur de deviner sa destination. Si ce que j'imagine s'avère exact, tu cours un très grave danger. Les Telish ont évalué à sa juste valeur le péril que tu représentes pour eux, et vont tout mettre en œuvre pour te faire disparaître.
Tu es devenu la cible de cette race maléfique. Un mercenaire, surtout du niveau de celui qui est en route vers toi, n'aura aucune difficulté à se fondre dans ton monde. Le pire serait qu'ils aient envoyé un mentai, un maître assassin en quelque sorte. Ses pouvoirs sont immenses, autrement plus redoutables que ceux d'un marcheur, et s'il s'avère qu'il maîtrise vraiment le grand pas, la situation est dramatique. Sois constamment sur tes gardes. Le danger peut provenir de partout. Si tu en as la possibilité et si ta mission le permet, déplace-toi continuellement. Il sait où tu es apparu, mais si tu ne dessines pas et si tu tiens ton esprit à l'écart de l'imagination, il aura du mal à te localiser avec précision. Garde le chuchoteur s'il est d'accord. Tu ne pourras toutefois pas l'utiliser pour me répondre car leur faire transporter des messages exige une longue pratique. Nous comptons tous sur toi et Willan. N'oublie jamais le sang qui coule dans tes veines. Les mots s'estompèrent lentement dans l'esprit de Camille et le chuchoteur reprit son ronronnement. Elle le caressa distraitement du bout des doigts. La situation prenait un tour désagréable. Maître Duhomme avait tenté de l'avertir sans trop l'inquiéter, mais elle n'était pas dupe. Un mercenaire du chaos avait déjà essayé de la tuer et seul le sacrifice d'Eyana lui avait sauvé la vie. Si un Mantai était un super mercenaire, elle n'avait aucune chance dans un affrontement direct, et personne ici ne pourrait lui venir en aide. Elle se sentit soudain fragile et vulnérable. Il lui tardait d'être le lendemain pour retrouver Salim. Dans le jardin, Sultan et Genji se mirent à aboyer sauvagement. Chapitre 5. Partie Akiro. Camille se leva et tendit l'oreille. Il arrivait parfois aux deux molosses d'aboyer sans véritable raison, mais d'ordinaire cela ne durait pas. Ils reprenaient rapidement leur garde muette et vigilante. Or là, ils paraissaient surexcités et leur aboiement ressemblait à ceux qu'avait provoqué l'arrivée du marcheur quelques jours plus tôt. Camille sentit son sang se glacer dans ses veines. Le chuchoteur se mit à tourner en rond en couinant faiblement, et quand elle le prit, il se pelotonna dans sa main. Lorsqu'elle s'approcha de la fenêtre, un silence brutal tomba sur le jardin. Elle ne percevait plus rien, pas même le bruit des pattes des chiens sur le gravier de l'allée. Au lieu de la rassurer, cela l'affola. Elle percevait le danger comme un gaz mortel qui se serait infiltré dans la pièce par tous ses interstices. Elle se rappela l'avertissement de Maître Duhomme. Tu es éminemment reconnaissable dès que tu dessines. Et la phrase d'Edwin lorsque les Tlich les avaient attaqués. Tu as dû laisser traîner une part de ton esprit dans l'imagination, et ça les a attirés. Il était trop tard pour s'en inquiéter. Si ce qu'elle craignait était vrai, elle était repérée, et en danger. Le chuchoteur remua dans sa main. Quand de crainte de l'écraser, elle desserra ses doigts, il courut le long de son bras et se faufila dans la poche de l'ample chemise qu'elle portait par-dessus son t-shirt. C'est à cet instant qu'elle vit le dessin naître. Elle ne comprit pas immédiatement, et c'est ce qui faillit la perdre. Le dessinateur se trouvait quelque part derrière l'un des massifs de buis. Elle le sentait, mais sa création prenait vie dans sa chambre. Camille leva les yeux. Une grille d'acier brillant hérissée de pics acérés de 20 cm la surplombait, terrifiante. Le dessin était parfait, la grille était réelle. Camille agit alors qu'elle tombait droit sur elle. De grosses chaînes de fer imaginées en un éclair se tendirent dans un bruit infernal, rivant la herse au plafond à mi-hauteur de sa course. Elle entendit son père l'appeler d'une voix menaçante et pour une fois, cela lui fit plaisir. Elle faillit ne pas percevoir l'arrivée dans la réalité d'une énorme cisaille qui s'attaqua aux chaînes qu'elle venait de dessiner. Le chuchoteur dans sa poche émit un cri strident. Camille plongea vers la porte à l'instant où son père l'ouvrait. Elle le percuta et ils roulèrent tous deux dans le couloir, évitant la herse d'extrême justesse. Les pointes d'acier s'enfoncèrent profondément dans le plancher. Monsieur du ciel poussa un grognement sourd, mais déjà Camille se relevait. Elle bondit dans l'escalier, sautant directement du demi-palier au rez-de-chaussée. Elle ne pensait plus qu'à une chose, fuir le plus loin possible du mercenaire. Sa mère, dans le hall, se précipitait vers le téléphone. Camille l'esquiva, dérapa sur le marbre de l'entrée, se rétablit in extremis et s'engouffra dans la cuisine. Elle entendit derrière elle Madame du ciel s'adresser à la police et à l'étage son père appeler au secours. Elle essaya de calmer les battements de son cœur, mais avant qu'elle n'y soit parvenue, un nouveau dessin naquit. En se traitant de tous les noms, elle se contraignit à l'immobilité. Quand la herse mortelle bascula dans la réalité au-dessus d'elle, elle était prête. Elle tendit sa volonté et lorsque la grille la percuta, elle ne broncha pas. L'acier était devenu caoutchouc. Elle avait réussi à s'approprier le dessin de son ennemi. La herse rebondit et se coinça entre la table et les fourneaux. Camille savait qu'elle n'avait gagné qu'un bref répit. Son esprit tournait à 100 à l'heure. Au moment où la situation s'imposait à elle, il y eut un bruit dans le cellier. La porte de service de la cuisine explosa et le mercenaire apparut. Il était vêtu d'une combinaison sombre, un masque de tissu noir recouvrait son visage. Il tenait à la main une complexe arbalète de métal. Il leva le bras et une volée de dards porteurs de mort fusa vers elle.
Ils se plantèrent dans le mur avec une série de claquements secs. Camille avait disparu. Le mercenaire se figea. La fille était forte, rapide, mais elle ne savait pas masquer son don. La retrouver serait un jeu d'enfant, elle devait se trouver tout près. Il se concentra, arpentant l'imagination à la recherche de cette trace si particulière que laissent les débutants. Attirés par le pouvoir comme un insecte par une flamme, une partie de leur esprit restait engagée dans les spires sans qu'ils en aient conscience, et ils sont visibles à qui sait chercher. Sa proie ne tarderait pas à lui apparaître. À sa grande surprise, il ne trouva rien qu'un frémissement qui l'écarta dédaigneusement. Le don des Willan était bien plus fort que ça, si fort que lui, un Mantaï en était presque jaloux. La porte donnant sur le hall s'ouvrit et un homme apparut, certainement le père adoptif de la fille, songea le mercenaire. Il leva son bras armé de l'arbalète. Le trait jaillit, et Monsieur du Ciel fut projeté en arrière en poussant un hurlement. Le Mantaï passa à côté de l'homme gémissant à terre, sans le regarder. Il n'accorda pas non plus le moindre regard à la femme prostrée contre le meuble qui supportait le téléphone. Il traversa le hall et ouvrit la porte d'entrée. Une dernière fois, il se plongea dans l'imagination, et ne trouva rien. Il y eut un rictus, la chasse promettait d'être exceptionnelle. Doucement, il s'enfonça dans la nuit. Chapitre 6. Partie Akiro. Camille suffoquait. Son idée était bonne puisque le mercenaire n'avait pas réapparu, mais l'oxygène se raréfiait. Il lui était de plus en plus difficile de respirer. Elle avait fait un pas sur le côté vers un endroit qu'elle n'imaginait pas revoir. L'eau du fleuve était glaciale. Dans l'obscurité, elle avait failli ne pas trouver la voiture plantée à la verticale dans la vase, bien qu'elle se soit matérialisée à moins d'1 mètre d'elle. En économisant ses mouvements pour ne pas dépenser inutilement son oxygène, elle s'était glissée dans le véhicule par une fenêtre ouverte à l'arrière, qu'elle avait ensuite entrepris de refermer. Le mécanisme rouillé avait d'abord refusé de fonctionner. Camille avait senti son cœur s'affoler et ses poumons implorer de l'air. Elle avait repoussé la vague de panique et s'était acharnée sur la poignée. La vitre était remontée centimètre par centimètre, jusqu'à se fermer complètement. Proche de l'évanouissement, elle avait utilisé ses dernières forces pour dessiner. Une grande poche d'air pur était apparue, chassant l'eau par le pare-brise avant cassé. Camille s'était agrippée au dossier de la banquette, et ses poumons fonctionnant à toute vitesse avaient rattrapé le temps perdu. Elle calcula que si elle ne faisait pas de mouvements superflus, elle disposait d'1 quart d'heure devant elle. L'oxygène finirait alors par manquer, et un dessiné à nouveau ne servirait à rien puisque le dioxyde de carbone, qui s'accumulait peu à peu, était plus léger et ne serait pas chassé de la voiture. « Il faut que je masque mon don !» se dit-elle. Mon plan de sauvetage d'urgence a fonctionné, et cette espèce de psychopathe ne peut me retrouver avec l'écran formé par l'eau du fleuve. Mais dès que je sortirai, car il faudra bien que je sorte, il va me sauter dessus et me découper en morceaux. Elle passa en revue tout ce que Maître Duhomme et Edwin lui avaient appris. Les Tlish l'avaient retrouvé sans difficulté dans la forêt de Baraï, guidé par le retentissement de son pas sur le côté. Mais il devait y avoir autre chose. L'avertissement d'Edwin lui revint une fois de plus en mémoire. Tu as dû laisser traîner une part de ton esprit dans l'imagination, et ça les a attirés. Était-il possible que sa trace ait subsisté parce qu'elle n'était pas complètement sortie des spires? Et si oui, comment quitter l'imagination après avoir dessiné? Elle réfléchit intensément. Dessiner revenait à pénétrer dans une autre dimension. Avait-elle laissé la porte ouverte en ressortant? L'idée, malgré la gravité de la situation, la fit sourire. Elle se concentrant néanmoins sur cette pensée et perçut très vite un changement. Un lien dont elle ignorait l'existence était rompu au moment où elle avait fermé la porte. Elle était sortie de l'imagination, entièrement cette fois-ci. Le manque d'oxygène commençait à se faire ressentir et l'eau du fleuve regagnait peu à peu le terrain perdu. Il lui fallait se décider. Elle prit une large bouffée d'air avant de se glisser par le pare-brise. Elle frôla le fond vaseux et battit des pieds pour gagner la surface. La remontée fut rapide. Quand elle émergea, elle se repéra aussitôt. Elle nagea vers la rive ouest, sans essayer de lutter contre le courant qui la faisait dériver, et prit pied sur le quai. Elle grelottait et fut soulagée de ne voir apparaître aucune silhouette menaçante. Elle ne redeviendrait repérable que si elle dessinait. Il ne lui restait plus qu'à aller voir Salim. Elle traversa la berge pour regagner le boulevard qui la conduirait au peintre. Soudain, elle s'arrêta. Elle palpa fiévreusement ses poches avant de baisser les bras, catastrophée. Le chuchoteur! Il avait disparu! Elle grimaça, en imaginant le petit animal noyé au fond du fleuve. Cette pensée lui faisait mal. Elle retrouva un peu d'espoir en se disant qu'il avait peut-être effectué un pas sur le côté avant son plongeon. En quelques minutes, elle arriva à la cité de Salim. Il y avait de nombreuses personnes au bas des immeubles qui observèrent avec surprise ses vêtements trempés et sa mine défaite, sans les commenter. Elle n'était venue qu'une fois chez son amie. Pourtant, elle retrouva sans difficulté la tour Picasso. Évidemment, l'ascenseur ne fonctionnait pas et lorsqu'elle eut gravi à pied les 11 étages, elle avait moins froid.
Elle frappa à la porte. À son grand soulagement, ce fut Salim qui ouvrit. Il la contempla un long moment avec effarement, puis lui demanda « Ne me dis pas que tu es retourné te baigner dans le fleuve ?» Salim, Qu'est-ce qui se passe? un mercenaire du chaos nous a suivis. Il m'a attaqué chez moi. Je m'en suis sortie de justesse. » Un jeune garçon passa la tête à la porte. Salim le repoussa et s'avança dans le couloir. « Viens, descendons » proposa-t-il. « Il faut que nous dressions un plan. Attends, je vais t'apporter des vêtements secs. » Il revint 2 minutes plus tard avec un jean et un t-shirt, et détourna les yeux pendant que Camille se changeait rapidement dans la cage d'escalier. Ils descendirent et s'installèrent sur un banc à une 20aine de mètres de l'entrée de la tour. « Pétard de pétard !» lança Salim. « Qu'allons-nous faire ?» Je ne vois que 2 solutions. annonça Camille. Le garçon eut l'air surpris. « 2 Moi qui étais persuadé qu'il n'y en avait aucune, raconte !» C'est tout simple, du moins à dire. Soit repartir à Guantalavir, soit filer à Paris pour retrouver mon frère. Je me disais bien aussi que 2 solutions c'était trop beau. Tu ne proposes que des choses impossibles. Presque impossible. rectifia Camille. En tout cas, on ne peut pas rester ici. Cette ville est devenue un vrai coupe-gorge. Nous pourrions nous abriter chez moi. Le temps de réfléchir, proposa Salim. À cet instant, une voiture de police se gara devant la tour. 2 hommes en uniforme en descendirent. Le 3e était l'inspecteur Franchina. Ils entrèrent dans le hall. « Raté !» souffla Camille en se baissant. Bien qu'avec la distance et l'obscurité, elle n'eut aucune chance d'être reconnue. Mes parents ont alerté la police et signalé ma disparition. On pourrait lui demander de l'aide. Les grilles qui ont failli avoir ma peau auront disparu, d'accord. Mais le plancher de ma chambre est ravagé. Les murs de ma cuisine sont certainement troués comme une passoire et mes parents ont dû voir le mercenaire. Comment expliquer ça à ces messieurs de la police? En leur faisant un dessin pour qu'ils comprennent mieux peut-être? Camille avait haussé le ton et Salim sentit qu'elle était tendue comme un ressort. « D'accord, ma vieille, dit-il conciliant. je n'insiste pas. Il y a des chances qu'en racontant tout à la police, on se retrouve bien au chaud dans un asile, et le mercenaire n'aurait qu'à nous cueillir. Peut-être que ce serait mieux d'aller retrouver Edwin et les autres. » Non, nous allons à Paris. Mais tu as dit que... J'ai réfléchi, il compte sur nous. Nous n'allons pas renoncer à la première difficulté. Un mercenaire du chaos, objecta Salim. C'est une difficulté de taille. Tu as raison, acquiesça Camille. Mais tu n'es pas obligé de m'accompagner. C'est moi qu'ils veulent. Tu peux laisser tomber si tu préfères. Elle avait parlé d'un ton calme et sec. Salim leva les bras au ciel. « Et voilà !» s'exclama-t-il. « Elle recommence. Tu veux que je te l'écrive en alexandrin sur un papier de notaire? Si tu pars, je pars. Où tu vas, je vais. Même au fond du fleuve. Alors arrête de dire des bêtises et réponds à ma question. » Quelle question? Celle que je vais te poser. Eh bien, pose-la. On y va comment à Paris? En train ou en avion? Chapitre 7. Partie Akiro. Il était presque minuit lorsqu'ils arrivèrent à la gare. Bon, dit Salim, récapitulons. Nous devons prendre le train pour Paris. Pour le moment, tout va bien. Nous sommes dans une gare et il y en a un qui part à 5 heures. Là où ça se complique, c'est que nous avons en tout et pour tout une 20aine d'euros à notre disposition. J'ai peur que ce soit insuffisant, même pour 2 allées simples en 2e classe. Je t'ai connu plus combatif, ironisa Camille en se laissant tomber sur un banc. Tu pourrais peut-être dessiner une liasse de billets de 50 euros, suggéra-t-il. Sans problème. Pendant ce temps, tu tiendras compagnie à notre ami le mercenaire qui ne manquera pas de répliquer. Chacun son boulot, pas vrai? Au fait, je t'ai précisé que c'était un Mantai, une sorte d'assassin avec des super pouvoirs. Tu vieillis mal, se moqua Salim. Tu perds ton sens de l'humour, il faut que tu te ressaisisses. Camille ne l'écoutait plus, ses yeux se fermaient malgré ses efforts pour les garder ouverts, et elle se sentit doucement basculer dans le sommeil, la voix de Salim n'étant plus qu'un murmure inaudible. La petite boule de poil qui venait de se nicher sur ses genoux commença à ronronner béatement. Camille rouvrit brusquement les yeux. Contre la paume de sa main, le chuchoteur dressa les oreilles avant de ronronner de plus belle. « Regarde, Salim !» murmura-t-elle. « Il est revenu !» Le garçon sursauta et, inquiet, jeta un coup d'œil autour de lui. « Qui, le mercenaire ?»« Mais non, le chuchoteur, là, sur mes genoux !» Salim se pencha pour l'examiner. « On dirait un rat nain avec des yeux de hibou. »« C'est un chuchoteur, espèce de mollusque !» répliqua vertement Camille. « J'avais très peur qu'il ne se soit noyé. Je me demande comment il a fait pour me retrouver. Il est sacrément doué. » Salim eut un rire moqueur. « S'il est si doué que ça, il pourrait peut-être nous procurer 2 billets pour Paris. Je te rappelle que nous avons un train à prendre. Admets que, si je suis un mollusque et non plus un crustacé, ton rat, lui, est aussi impuissant que moi à nous aider. » Le chuchoteur lui lança un regard réprobateur et poussa un couinement. « Il dit que tu es injuste et grossier, » traduisit Camille. « Parce que tu parles au rat maintenant ?» s'étonna Salim. Camille soupira bruyamment. « Nous allons voyager sans billets, » décida-t-elle. « Et si on nous contrôle ?» On descend du train et on prend le prochain. Comme personne ne nous expulsera en marche, de gare en gare, nous finirons bien par arriver à Paris. » Salim jugea préférable de ne pas insister. Ils se calèrent tant bien que mal contre le dossier du banc et somnolèrent sans que personne ne leur demande quoi que ce soit. L'aube était proche lorsqu'ils montèrent dans le train. Une fois installés dans le wagon, Camille s'endormit immédiatement. Salim, lui, résistait au sommeil. Il avait envie de réfléchir un peu à ce qui lui arrivait.
mais ses facultés intellectuelles étaient, elles, déjà assoupies. Il se contenta de contempler son amie avec le regard qui lui est réservé quand elle ne savait pas qu'il observait. Le chuchoteur sortit la tête de sa cachette et le dévisagea avant de réintégrer la poche. Salim sourit. Une telle créature aurait suffi à émerveiller n'importe qui pendant la moitié d'une vie. Mais Camille et lui avaient vécu tant de choses en si peu de temps qu'elles lui paraissaient seulement pittoresques. Tout était calme dans le wagon, de nombreuses places étaient vides, la plupart des voyageurs sommeillaient. On n'entendait que le sifflement régulier du train, ponctué par les staccatos, des raccords entre les rails. De temps en temps, la porte de communication entre les wagons chointait et un voyageur passait en vacillant. Salim se pelotonna contre le dossier de son fauteuil. Il ferma les yeux. Ils ne surent jamais si un contrôleur était passé pendant qu'ils dormaient. Mais quand ils se réveillèrent, le train approchait du terminus et le wagon grouillait de vie. Les voyageurs se levaient, attrapaient leurs sacs, défroissaient leurs vêtements. Camille sourit à Salim. Je me sens sale et je suis aussi reposée que si j'avais dormi dans une essoreuse à salade. C'est à peu près ça, ma vieille, sauf que tu ne ressens pas à une laitue. Par contre, je suis d'accord, tu es vraiment sale. Et pour être complètement honnête, je dois avouer que tu ne sens pas très bon non plus. Tu es parfait, Salim. J'avais oublié qu'en plus de tes innombrables qualités, tu savais parler aux filles de manière aussi délicate. Le garçon toussota, l'air soudain gêné. « Regarde, dit-il, on arrive. » Le train avançait à petite vitesse. Par la fenêtre, ils virent d'innombrables rails s'entrecroiser, en formant un indémêlable écheveau. Des immeubles gris et anonymes bordaient la voie ferrée. L'air du matin à peine naissant semblait déjà souillé par des vapeurs de pollution. « C'est plutôt moche, pareil, tu ne trouves pas ?» demanda Salim. « Paris, ce n'est pas seulement la gare de Lyon, » rectifia Camille. « Mais pour l'instant, je suis d'accord avec toi. » Malgré l'heure matinale, il y avait du monde sur les quais. La gare était en travaux et de nombreuses barrières protégeant les zones sensibles créaient des rétrécissements où les voyageurs se bousculaient. Il leur fallut un bon moment pour gagner la rue. « Et maintenant ?» interrogea Salim. « Nous allons dénicher un endroit où prendre un petit déjeuner. Nous achèterons ensuite un plan de Paris. Nous irons à l'école des beaux-arts et nous trouverons mon frère. Ça te convient comme programme ?»« Au poil, ma vieille !» affirma Salim. « Surtout en ce qui concerne le petit déjeuner. » Il se trouvait sur un large trottoir devant la gare. Des gens pressés se croisaient dans tous les sens. Paris s'éveillait et la circulation devenait plus dense de minute en minute. Camille entraîna son ami. Ils traversèrent une première avenue, puis une deuxième. Ils étaient fatigués tous les deux, l'esprit encore embrumé par les quelques heures de sommeil prises dans le train. Salim s'engagea sur la chaussée sans remarquer que le feu piéton était rouge et qu'une grosse Mercedes noire arrivait sur lui. En une fraction de seconde, Camille comprit que le conducteur ne pourrait pas l'éviter. Elle se jeta dans l'imagination. Maître Diom aurait été fier d'elle. L'effet de son dessin fut radical. Il y eut une explosion et la voiture s'arrêta net, dans un bruit de ferraille strident. À 1 mètre de Salim, Camille lui attrapa le bras. « Viens !» ordonna-t-elle. « Il faut courir à présent !»« Mais... »« Nous sommes en danger, Salim !» cracha-t-elle. « Le mercenaire va rappliquer. Tu l'attends ou tu cours ?» La nouvelle agit sur lui comme un coup de pied aux fesses. Il détala, suivi par Camille. Ils tournèrent au coin de la première rue et foncèrent droit devant eux. Le conducteur de la Mercedes sortit de son véhicule et, consterné, contempla son moteur noirci au travers du capot déchiqueté. Tout s'était passé très vite et il n'avait eu de Salim qu'une vision fugitive. Il se demandait même s'il n'avait pas rêvé le garçon. Les dommages à l'avant de sa voiture étaient, par contre, bien réels. Il saisit son téléphone portable et se préparait à passer un coup de fil, lorsqu'une voix retentit dans son dos. « Puis-je vous aider ?» Il se retourna. L'homme qui s'adressait à lui avec amabilité était vêtu d'un costume gris, de belle coupe, et au contraire des badauds indifférents, paraissait faire preuve de compassion. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, » commenta le conducteur de la Mercedes. « J'ai cru voir un garçon se jeter sous mes roues et soudain il y a eu cette explosion. Il faudrait... » « Où est-il allé ?» le coupa l'inconnu. « Mais je... » « Où ?» répéta l'homme en gris, tout à coup menaçant. « Je me fiche de ce garçon, s'emporta le conducteur. Ma voiture, mais que faites-vous ?» L'inconnu venait de le saisir au collet et le plaquer contre la portière. Tenta de se dégager, mais le bras qu'il empoignait semblait d'acier. Il se sentit doucement soulevé jusqu'à ce que ses pieds quittent le sol. « Tu n'es guère poli, » souffla l'inconnu d'une voix grave. « Mais je n'ai pas le temps de parfaire ton éducation. Je cherche 2 jeunes gens, de 13 ou 14 ans. Une fille, blonde, les cheveux longs, les yeux d'un violet remarquable, assez jolie, et un garçon, noir avec des tresses. Tu les as vus ?» Camille et Salim étaient loin. Ils avaient couru un bon moment et étaient entrés dans un café. Assis devant 2 tasses de chocolat chaud et une panière de croissants, ils essayaient de se remettre de leur émotion. « Tu crois que ça suffit pour qu'ils te retrouvent ?» demanda Salim. « J'en suis certaine. »« Qu'est-ce qu'on fait ?»« On continue comme on a décidé. Nous n'avons pas le choix. » Salim soupira et trempa son croissant dans son chocolat. Ils avaient choisi un établissement discret. Des habitués entraient, commandaient un café qu'ils buvaient en jetant un coup d'œil sur le journal du matin posé sur le comptoir. Sans un regard pour les 2 adolescents.
assis près du jukebox, silencieux. Il va nous tomber dessus, c'est inévitable, grogna Salim. Nous sommes à Paris. Objecta Camille. Et alors? Alors, il y a dans cette ville plus de 2 millions d'habitants et presque 10 millions si l'on considère l'agglomération. Autant chercher une aiguille dans une botte de paille. Il sait que nous sommes ici, mais il ne nous tient pas encore. Un peu plus tard, ils achetèrent un plan de Paris dans un kiosque et s'assirent sur un banc pour l'examiner. L'école des Beaux-Arts se trouvait au cœur de Saint-Germain-des-Prés, presque en face du palais du Louvre. Ils se regardèrent rassurés. Ils pouvaient y aller à pied. Ils se mirent en route tranquillement. Camille, en se rapprochant de ce frère inconnu, se sentait partagée entre la hâte de le rencontrer enfin et la crainte d'être déçue. Elle se le représentait comme un mélange des gens importants qu'elle connaissait, mais se doutait qu'il serait totalement différent de ce qu'elle imaginait. De fait, l'apparence physique ne comptait pas. Une seule question la préoccupait. Accepterait-il de rejoindre Gwendalavir? Ils gagnèrent les bords de la Seine qui longèrent avant d'arriver devant l'école. C'était une imposante et majestueuse bâtisse en U. Ils se tinrent un moment derrière la grille qui s'ouvrait sur une immense cour pavée. Camille regarda Salim, qui comprit le message. « Courage, ma vieille !» lança-t-il d'une voix forte. « Après ce qu'on vient de vivre, ce n'est pas un portail en fer forgé qui va nous faire peur. À l'attaque !» Il la prit par la main et ils entrèrent dans la cour. Ils tentaient d'ouvrir la porte du bâtiment principal lorsqu'une voix retentit dans leur dos. « Y a personne, les jeunes, c'est fermé !» Ils sursautèrent avant de se retourner, confus. Un homme en salopette de travail, une boîte à outils à la main, les dévisageait affablement. « Y a pas cours aujourd'hui, » précisa-t-il. « À cause des examens, je crois. Si vous cherchez le secrétariat, c'est l'autre porte. »« Fermé !» répéta Camille. « Oh non !» L'ouvrier parut surpris. « Qu'est-ce que vous voulez ?» leur demanda-t-il. « Nous cherchons un étudiant, expliqua Salim. C'est important. »« Revenez demain, tout le monde sera là. » Camille domina sa déception et remercia l'homme. Elle entraîna Salim vers les quais de Seine, et ils s'assirent sur un parapet. « C'est vraiment pas de bol !» soupira-t-elle. « Jusqu'à en toucher au but, il va falloir attendre demain. » Salim lui tapota l'épaule. Et pour dormir, on fait comment? Chapitre 8. Partie Akiro. Un hôtel? proposa Salim. Ils avaient déambulé dans les rues sans vraiment prêter attention à ce qu'ils voyaient. La journée s'était écoulée au ralenti et maintenant que la nuit était là, leur fatigue se faisait de plomb. Tu as déjà proposé ça 1000 fois. Je te rappelle que notre argent a servi à nous acheter les 200 louis que nous venons de finir. Et si nous demandions l'hospitalité à quelqu'un? Bonne idée, commenta Camille. Comme ça, on est sûr de finir la nuit au poste de police et d'être mis dans le train de retour demain matin. Mais... Nous sommes mineurs, Salim, et nous sommes dans la vraie vie, pas dans un film ou dans un roman. D'accord, c'est toi la chef. Qu'est-ce que tu proposes? Rien du tout. Je sais juste que j'ai mal aux pieds et affreusement sommeil. Salim entraîna son amie dans un square et se laissa tomber avec elle sur un banc. Elle allongea ses jambes avec un soupir d'aise. Que ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir marché toute la journée. Mais tu as marché toute la journée? Tu l'as déjà oublié? Tu commences à m'inquiéter. Salim, je suis crevée. Avec la meilleure volonté du monde, je n'arrive pas à te trouver drôle. Si on dormait ici? Sur ce banc? Pourquoi pas? Nous avons dormi dans des auberges, à la Belle Étoile, à l'arrière d'un chariot. Qu'est-ce qu'un bar a de plus surprenant? C'est que... commença Salim. Ce serait une foutue mauvaise idée. Acheva une voix dans leur dos. Ils se retournèrent d'un bloc. Un homme était allongé près d'un buisson juste derrière eux, enveloppé, malgré la chaleur, dans un long manteau gris. Et pourquoi donc? Répliqua Camille. Vous êtes bien installés pour la nuit, non? Erreur, demoiselle, rétorqua l'homme en se levant péniblement. Erreur! Je profitais de la tombée du soir dans un des rares coins de cette foutue ville où on peut encore entendre chanter un rossignol. Maintenant je me tire, j'ai pas envie de me faire rafler par ces foutus condés. Camille sourit malgré elle. C'est-à-dire? Le clochard s'approcha en se grattant le ventre sous son tricot. C'était un vieil homme mal rasé, au visage marqué par les excès et les épreuves. Il plissait les yeux, comme si sa vue était déficiente, et ses iris avaient un aspect laiteux. C'est-à-dire que dans quelques foutues minutes, la police va débarquer dans ce foutu parc et embarquer tous ceux qui y traînent, hein? Salim se tourna vers son ami. Bravo pour ton idée de nuit à la Belle Étoile. Camille ne lui accorda aucune attention. Elle s'adressa de nouveau au clochard. Excusez-moi si je suis indiscrète, mais vous allez dormir où? J'ai une planquette, dit le clochard. Vous avez fugué? La question était directe. La réponse de Camille le fut tout autant. Oui, et on ne sait pas où dormir. L'homme réfléchit un instant puis se décida. Si tu veux, proposa-t-il à Camille. On fait un marché. Je vous amène dans ma planquette et en échange tu me fais la lecture. La lecture? Qu'est-ce que ça a de drôle? S'emporta-t-il. Tu crois qu'il faut porter un costume 3 pièces et rouler en Rolls pour aimer les livres? Non, pas du tout, affirma Camille. Je suis d'accord pour vous lire ce que vous voulez. Le clochard dénuda 3 chicots jaunes en guise de sourire. Alors on y va, ça va devenir malsain par ici. On va dans votre foutue planquette? demanda Salim.
C'est ça mon gars, c'est ça. Et si tu te figures que parce que j'ai été ratatiné par la vie bien avant ta naissance, tu as le droit de te ficher de moi. Il se pourrait que je t'enseigne le respect et la générosité à coups de pied au cul, compris? Compris, monsieur, fit Salim soudain confus. Le clochard les guida hors du square. Ils empruntèrent une série de rues étroites et débouchèrent dans une impasse, au fond de laquelle se dressaient de gros conteneurs à ordures. « J'espère que ce n'est pas ça, sa planquette », murmura Salim. Le vieil homme passa derrière les conteneurs. Il tâtonna un instant, puis souleva une plaque en métal. Les égouts? S'étonna Camille. Non, fillette. Répondit l'homme en repoussant la plaque. Les catacombes. Y a que 3 mètres à descendre. Passez devant, je refermerai. Une échelle métallique rouillée s'enfonçait dans l'obscurité. Comme Camille ne bougeait pas, Salim soupira. « J'aurais dû m'en douter, maugréa-t-il. Le mollusque par un éclaireur dans les égouts. Camille, tu es sûre de toi ?» Elle se contenta de hausser les épaules. « C'est bon, j'ai compris, » poursuivit-il. « J'y vais. » Il empoigna les premiers échelons et disparut dans le puits noir. Très vite, sa voix retentit. « Ça roule, ma vieille, je suis en bas et j'ai liquidé les rats, les serpents, les scorpions, et même un alligator des marais. Tu peux descendre, c'est génial ici, sauf qu'on n'y voit rien. » Camille le rejoignit. Elle discernait à peine sa silhouette dans la maigre lueur qui arrivait d'en haut. Le clochard tira la plaque derrière lui et il fit totalement noir. « N'ayez pas peur, les mioches, lança-t-il. Y a tout le confort voulu ici. Regardez. » Il y eut un grattement et une allumette s'enflamma. Il approcha d'une lampe à pétrole et la scène s'éclaira. Il se trouvait dans une salle d'environ 5 mètres de côté, entièrement taillée dans une roche percée de nombreuses niches. Une porte métallique, rouillée et impressionnante, se dressait sur le mur qui leur faisait face. Une paillasse était jetée dans un coin à côté d'une caisse de bois. Des boîtes de conserve vides et des bouteilles, vides elles aussi, jonchaient le sol. Contre toute attente, l'endroit diffusait une véritable chaleur humaine. « Voilà ma planquette !» annonça l'homme avec une certaine fierté. « Nous sommes vraiment dans les catacombes ?» demanda Salim. « Pour sûr, mon gars. Les vrais de vrais se trouvent plutôt sous le 14e, mais ces souterrains leur ressemblent vachement. Il y en a des kilomètres sous Paris. Souvent, ce sont des galeries, mais parfois on trouve des salles comme celle-ci. Et l'entrée là-haut ? Va savoir, mon gars, va savoir. Les catacombes correspondent souvent avec le réseau des égouts. C'était peut-être une planque de visite, fut un temps. Et la porte en fer ? Elle doit s'ouvrir sur un labyrinthe de galeries, mais j'ai pas la clé. C'est aussi bien. Comme ça, je suis tranquille dans ma planquette. Dis-moi, petit gars, tu poses toujours autant de questions ou t'es malade ? Camille s'était approchée de la paillasse qu'elle contemplait avec convoitise, malgré son état de vétusté. Elle jeta un coup d'œil sur la caisse de bois qui était ouverte. Elle était pleine de livres. Le clochard se tourna vers elle. « Ça, c'est mon trésor. Les plus beaux livres du monde. » Il haussa les épaules avant de poursuivre. « Mais je ne peux pas en profiter. »« Vous ne savez pas lire ?» hasarda Salim. L'homme lui jeta un regard courroucé. « J'ai lu plus de livres que tu n'en verras de toute ta vie, morveux. J'aurais aimé continuer jusqu'à ma mort, mais mes yeux n'ont pas été d'accord. J'arrive encore à voir de loin. Mais pour ce qui est de lire... » Sa voix se brisa et, pour lui donner le temps de se reprendre, Camille prit un livre dans la malle. Elle en lut le titre, « La condition humaine ». « J'ai aimé celui-ci, » dit-elle, même si je n'ai peut-être pas tout compris. Il la contempla émerveillé. « Tu as lu Malraux, à ton âge ?»« C'est un phénomène, cette fille, » expliqua Salim en se rengorgeant. Si c'était une poule, son premier œuf serait l'Encyclopédia Universalis. Camille leva les yeux au ciel. De mieux en mieux, Salim. On peut difficilement faire plus délicat que comparer une fille à une poule. Le clochard s'était rapproché de la caisse. « Regarde un peu, fillette. Si tu peux me trouver L'art d'être grand-père de Victor Hugo, lis-m'en quelques pages et je m'estimerai le plus heureux des hommes. » Camille farfouilla un moment et finit par dénicher l'ouvrage. Elle s'assit sur la paillasse et le vieil homme prit place à côté d'elle. Elle ouvrit le livre avec un étrange sentiment. Un souvenir oublié gagnait lentement la surface de son esprit. Elle se revoyait toute petite, confortablement installée sous un édredon de plumes. À côté d'elle, une jeune femme lui lisait une histoire merveilleuse d'une voix douce en la regardant avec tant d'affection que... Le chuchoteur, dans sa poche, poussa un petit cri et bondit sur ses genoux. Il tremblait. « C'est quoi cette bestiole ?» demanda l'homme. « Un rat ?»« Non, monsieur, ce serait plutôt une sorte d'écureuil nain. » »« Ah bon? T'es prête, hein ?» Sous les caresses de Camille, le chuchoteur s'était calmé. Elle commença sa lecture. Elle n'avait jamais vraiment apprécié Victor Hugo. Elle adorait lire, et par reconnaissance pour leur hôte, elle y mit tout son cœur. Quand elle eut terminé, de grosses larmes coulaient sur les joues ridées du clochard. Il les essuya du revers de la main et se tourna vers elle. « Tu ne peux pas savoir ce que tu viens de m'offrir. »« Que... » Non, ne dis rien, ne demande rien.
Nos vies se sont croisées ce soir et grâce à toi, j'ai pu revenir loin en arrière, vers des jours meilleurs. En dire plus serait une erreur. Je ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qui j'étais, c'est bien ainsi. Vous allez dormir, retrouver les forces dont vous avez besoin et demain, nos routes se sépareront. Il se leva brusquement et attrapa une vieille couverture qu'il jeta par terre. Je vous laisse sur la paillasse, ce n'est pas terrible, mais vous y serez mieux que sur le banc. En principe, il ne devrait pas y avoir de puce. Je n'éteindrai pas la lampe cette nuit. Dormir dans le vrai noir quand on n'en a pas l'habitude, ça peut être effrayant. Il s'approcha de la lampe à pétrole, baissa la flamme jusqu'à ce qu'elle ne diffuse plus qu'une frêle lueur. Puis il s'allongea sur la couverture. Bonne nuit les mioches. Si je ronfle, n'hésitez pas à me secouer. Ça devrait m'arrêter. Bonne nuit. Répondit Camille en s'allongeant à son tour, imité par Salim. Chapitre 9. Partie Akiro. Camille se réveilla en sursaut. Pendant un court instant, elle ne sut pas où elle était. Puis elle se souvint et les battements de son cœur s'apaisèrent. Elle consulta sa montre. Il était 7 heures du matin. Salim et le clochard dormaient profondément. Le chuchoteur remua contre son cou. Elle le caressa doucement, jusqu'à ce qu'il ronronne. Elle pensait à ce qu'elle venait de vivre, à tous ces gens au destin complexe qui se croisaient sans jamais se rencontrer, à l'injustice et à la force de la combattre. La vie et le destin du vieil homme qui les avait accueillis l'attristaient particulièrement. Il aurait tellement souhaité continuer à lire. Le ronronnement du chuchoteur changea de ton et un petit dessin naquit, semblable à celui qu'avait créé le message de Maître Duhomme. Les mots surgirent dans son esprit. « Je crois que tu peux y arriver. Il faudra faire vite, car l'autre ne tardera pas. Mais c'est possible. Je m'occuperai de la porte. Ton hôte, il s'appelle Paul Véran, sera en sécurité dans les catacombes, et tu t'enfuiras par la trappe avec Salim. » Camille frissonna avant de sourire largement. La voix appartenait à la jeune femme qui, dans son souvenir, lui lisait l'histoire merveilleuse. La voix de sa mère. Elle s'assit sur la paillasse en secouant Salim. « Réveille-toi, on s'en va. » Quoi? On s'en va. Mais on vient juste de fermer l'œil, Protesta Salim. « Non, c'est le matin. » Mais... Je vais dessiner, Salim, et le Mantaï se pointera dans les secondes qui suivront. Il vaut mieux que nous soyons prêts. Le clochard s'assit à son tour. Il tendit le bras et monta la flamme de la lampe. Que se passe-t-il les mioches? Le noir vous empêche de dormir? Camille le regarda gravement. Non, monsieur Véran. Comment connais-tu mon nom? Ce serait trop long à raconter, et nous n'avons pas le temps. Bon sang petite, qu'est-ce que tu racontes? Rien d'important. Maintenant, écoutez-moi bien. Nous allons partir, et vous ne nous reverrez jamais. Mais avant, il va se passer quelque chose d'étrange qu'il ne faudra pas chercher à comprendre. La porte métallique va s'ouvrir et vous vous enfuirez sans vous retourner, sans attendre quoi qu'il se soit passé. Vous ne reviendrez que dans 3 jours. Il y va de votre vie. Mais... S'il vous plaît, monsieur Véran, ne posez pas de questions. Faites ce que je vous dis. Le vieil homme la fixa longuement, en plissant les paupières. Finalement, il haussa les épaules. Comme tu veux, gamine. Si cette porte s'ouvre, je te promets de m'enfuir sans me retourner, quoi qu'il se soit passé. Ça te va? Camille hocha la tête et se tourna vers son ami. Salim, tu montes à l'échelle, tu ouvres la plaque et tu m'attends en haut, d'accord? Alors ça, pas question, s'insurgea le garçon. N'imagine pas que tu peux me faire n'importe quoi. Salim! D'accord, capitula-t-il. Je ne suis qu'un mollusque, je ne vois pas pourquoi j'essaie à tout prix de réfléchir. Tu ne veux plus dormir? Parfait, je n'ai plus sommeil. Tu veux sortir? Ça tombe bien, moi aussi. Je t'attends là-haut, mais tu as intérêt à te dépêcher. Il empoigna l'échelle, grimpa jusqu'à la plaque sans voir le regard affectueux que Camille posait sur lui, et qui lui aurait sans doute permis de voler directement jusqu'à la sortie. Camille attrapa le chuchoteur qui était resté sur la paillasse et caressa ses oreilles avant de le déposer près de la porte métallique. « Ce n'est quand même pas ta bestiole qui va défoncer ce bloc d'acier !» s'étonna le clochard. En guise de réponse, Camille se concentra. Elle savait qu'il lui fallait agir très vite, mais cela ne l'effrayait pas. Sa mère était vivante et la soutenait. Elle se sentait invulnérable. Le dessin naquit, couleur chatoyante et forme arrondie, avant qu'une réalité ne se soit figée. Camille modela sa création, la forçant à intégrer un corps réel au lieu d'en devenir un nouveau. Les couleurs environnèrent Paul Véran sans qu'il s'en rende compte. Les formes jaillies de l'esprit de Camille le pénétrèrent, se lièrent à ses nerfs optiques, à ses pupilles, à ses iris, avant de basculer dans la réalité. Il ouvrit de grands yeux émerveillés. « Je vois !» cria-t-il. « Je vois !» Le verrou de la porte métallique cliqueta et le battant s'ouvrit sur une galerie sombre. « Il faut tenir votre promesse maintenant !» lui rappela doucement Camille. « Partez sans attendre !» Il la contempla une seconde comme pour graver son image dans son esprit. Puis il saisit la lampe à pétrole et s'enfonça dans l'obscurité. Camille attrapa le chuchoteur, le fourra dans sa poche et empoigna l'échelle. Quand le mercenaire du chaos arriva dans la salle, elle était vide. Aucune piste ne s'offrait à lui. De rage, il donna un violent coup de pied dans une caisse de bois, faisant tomber un livre dont il lut machinalement le titre, « L'art d'être grand-père ». Il ne comprit pas.
Chapitre 10. Partie Akiro. Il était 10 heures quand Camille et Salim pénétrèrent dans la cour d'honneur de l'école des beaux-arts. L'état de leurs finances ne leur avait pas permis de prendre un petit déjeuner, et leur ventre grognait sans qu'ils y prêtent attention. Ils s'attendaient à être interpellés par un surveillant ou un professeur, mais ils parvinrent sans encombre à la salle Strati Andreadis. Une douzaine d'étudiants étaient plongés dans des encyclopédies d'art, des catalogues illustrés ou utilisaient des ordinateurs dernier cri. Impressionnés par la magnificence de la pièce, ils restèrent un instant sur le seuil, n'osant pas s'avancer. Une étudiante blonde qui arrivait derrière eux leur demanda « Je peux vous aider ?» Je crois que oui. admit Camille. Nous cherchons quelqu'un, un étudiant, certainement en 2e année. Il s'appelle Mathieu Boulanger. Mathieu ? Je le connais bien, nous travaillons souvent ensemble. Il est inscrit à l'atelier multimédia. Il doit réviser ses examens dans une des salles informatiques. Le problème, Explique Camille. c'est que nous ne l'avons jamais vu et j'ai peur de passer à côté de lui sans le reconnaître. La jeune fille eut l'air surprise. Pourtant, elle s'abstint de tout commentaire. Tu ne peux pas le rater, la rassura-t-elle. C'est certainement le plus beau garçon de l'école. Grand, bien bâti, des cheveux châtain clair et des yeux d'une couleur incroyable. Elle regarda Camille avec attention et ajouta « Du même violet que les tiens, en fait. Vous êtes parents ?» C'est un cousin éloigné mentit Camille. et je profite d'un voyage à Paris pour faire sa connaissance. Dans ce cas, bonne chance. Les salles informatiques sont à l'étage au-dessus. Mathieu doit se trouver dans la première à gauche. Camille remercia l'étudiante et, en trépignant d'impatience, s'engagea dans les escaliers. « Calme-toi », lui conseilla Salim. « Ça m'étonnerait que ce Mathieu ait envie d'être le frère d'un ressort. » Il ne s'appelle pas Mathieu, mais Akiro. C'est ça, commenta le garçon. Et la dernière fois que je t'ai appelé Ewilan, tu as failli m'étrangler. Ce n'est pas pareil. Salim ne répondit pas, mais sa grimace en disait long sur le fond de sa pensée. La salle informatique était une immense pièce blanche où trônaient de nombreux ordinateurs. Plusieurs blocs de climatisation rafraîchissaient l'air, et les étudiants qui travaillaient là étaient davantage couverts que les autres. Camille se posta à l'entrée de la salle et les observa les uns après les autres. Aucun ne correspondait à la description faite par l'étudiante. Elle s'avança de quelques pas et son cœur bondit dans sa poitrine. Son frère était là, penché sur un clavier d'ordinateur, levant parfois les yeux sur l'écran, intensément concentré. C'était en effet un garçon séduisant. Comme dans un rêve, Camille se dirigea vers lui. Elle s'arrêta à ses côtés, sans qu'il ait paru remarquer sa présence. Toute son attention allait aux courbes colorées qu'il générait sur son écran. « Mathieu ?» souffla-t-elle. Il ne bougea pas. « Mathieu !» insista-t-elle. Il tourna la tête, visiblement contrarié d'être dérangé. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix était sèche, désagréable, et Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle s'obligea à rester impassible. « Il faut absolument que je te parle. » Et moi, il faut absolument que je finisse ce travail. Je ne pourrai jamais le boucler si je suis dérangé toutes les 5 minutes. À peine eut-il craché ces mots qu'il se replongea dans sa tâche. La phrase avait jailli comme une gifle. Camille recula, pâlit. Elle jeta un regard catastrophé à Salim qui se tenait en retrait, feignant de s'intéresser à une grosse imprimante laser, puis se retourna vers son frère. « Mathieu, c'est important, très important. » En poussant un soupir excédé, Mathieu leva les yeux vers elle. « Qui es-tu d'abord et qu'est-ce que tu me veux ?» « Je m'appelle Camille du ciel. Je suis là pour te parler de tes parents. Tes vrais parents. » Il la dévisagea un long moment sans rien dire. « C'est quoi encore ces histoires ?» lança-t-il finalement. « Ce ne sont pas des histoires, c'est la vérité. » insista Camille. « Est-ce que tu peux te libérer 10 minutes pour que nous en discutions ?» Elle avait parlé calmement, pourtant son cœur battait la chamade. « C'est bon. » acquiesça Mathieu. Mais pas maintenant. Je dois prendre des photos d'un vieil immeuble en cours de rénovation juste derrière le quai Malaquais. Et j'ai l'autorisation d'y entrer pendant la pause des ouvriers. Rejoins-moi là-bas vers 12h30. Tu ne peux pas le rater. Sa façade est couverte d'échafaudage. Je serai à l'intérieur. D'accord, murmura Camille. Mais Mathieu ne la regardait déjà plus. Elle se détourna et rejoignit Salim. Alors ? S'enquit le garçon. Elle fit la moue, puis répondit. Alors j'ai peur d'avoir tiré au sort l'imbécile, le plus prétentieux de l'école des beaux-arts. On s'en va. En passant devant la salle Andreadis, ils tombèrent nez à nez avec la jeune étudiante qui les avait renseignés. « Vous avez trouvé Mathieu ?» demanda-t-elle. « Oui !» répliqua Camille sans essayer de masquer sa déception. « Et je crains d'avoir perdu mon temps. » Il t'a envoyé promener ? traduisit la jeune fille. Ce n'est pas étonnant. Les examens commencent la semaine prochaine et nous sommes tous sur les nerfs. En plus, Mathieu et moi devons rendre un dossier sur un sujet barbare qui traite de l'impact du changement de matière sur la perception que l'homme a de son milieu. Mathieu est tellement tendu que je redoute parfois qu'on ne réussisse pas à boucler le boulot à temps. Ce n'était pas le bon moment pour faire connaissance avec lui. Camille eut un sourire amer. « Ça n'excuse pas tout !» marmonna-t-elle, avec un sourire amer. Pas tout, mais beaucoup. Ne lui en veux pas trop. Un peu plus tard, Camille et Salim partaient en reconnaissance du côté du quai Malaquais.
Ils n'eurent aucune difficulté à trouver l'immeuble dont avait parlé Mathieu. C'était un beau bâtiment, comportant une cour intérieure et s'élevant sur 4 étages. Des ouvriers protégés par des filets travaillaient sur sa façade, tandis que d'autres œuvraient à l'intérieur. Ils marchèrent un peu pour oublier qu'ils mouraient de faim. Ils passèrent un moment à regarder les vieux livres proposés par les bouquinistes. Mais Camille ne se détendit pas. La rencontre avec son frère l'avait perturbée, et elle la raconta pour la 10e fois à Salim. Peut-être est-il vraiment stressé par ses examens, suggéra son ami. Camille se contenta de sourire tristement. Et puis en fait, continua Salim, on s'en fiche. Tout à l'heure, tu l'expédieras à Ngwandalavir. Une fois là-bas, il n'aura qu'à faire son cinéma à Edwin ou à Bjorn. Je suis sûr qu'ils sauront lui expliquer la vie. Saline, tu dis n'importe quoi. Encore? J'avais pourtant l'impression d'être plutôt malin sur ce coup-là. Tu ne crois tout de même pas que je vais envoyer Mathieu à Gwendalavir sans son accord? Pourquoi pas? Parce qu'il est hors de question que je fasse une chose pareille. Je dois le convaincre de s'y rendre volontairement. Mais tu pourrais le faire? Oui? Alors n'hésite pas, il te... Non, Salim, je ne le ferai pas. Inutile d'insister. Le garçon leva les bras au ciel en soupirant. Pas de problème, tu fais comme tu veux, comme d'habitude, depuis des années, certainement pour les siècles à venir. Salim, le menaça Camille. Si tu fais ta mauvaise tête, ça leur regarde. Elle désignait l'étalage d'un marchand de journaux. À la une d'un quotidien, leur nom apparaissait en grosses lettres suivi d'un titre évocateur. 2e kidnapping. D'un commun accord, ils se dirigèrent vers leur kiosque et Salim saisit un journal, malgré les regards courroucés du vendeur. Le journaliste évoquait le mystère qui entourait leur disparition et signalait la blessure, heureusement sans gravité, de Monsieur du Ciel. Il expliquait que de très importants moyens policiers avaient été mis en œuvre et que les responsables de cet enlèvement, bien qu'encore inconnus, ne tarderaient pas à être capturés. Salim poussa un juron. Le retour promet d'être folklorique, commenta-t-il. Camille se contenta de soupirer. La vie avec ses parents adoptifs allait devenir insupportable. Elle regarda sa montre. En route, il est midi et je voudrais pas faire attendre monsieur. Bonne manière. Chapitre 11. Partie Akiro. La grille de l'immeuble était entrebâillée et ils se faufilèrent dans la cour. Il aurait pu nous attendre ici, maugréa Camille. Comme celle donnant sur la rue, les façades intérieures étaient cachées par des échafaudages montant jusqu'au toit et de longs filets de protection vert. Camille avisa une porte grande ouverte au rez-de-chaussée du bâtiment principal. Elle donnait sur un hall, au sol jonché de gravats et aux murs décrépits. Il leur sembla entendre du bruit au premier étage, et Camille appela « Mathieu! Mathieu !» Comme personne ne répondait, elle se tourna vers Salim qui haussa les épaules. « Je suppose qu'il va falloir explorer tout l'immeuble si nous voulons le retrouver, » dit-il. « Cet endroit me donne des frissons !» indiqua Camille. « On dirait le décor d'un mauvais film d'horreur !» Je vois un genre, renchérit Salim. Quelque chose comme la terrible nuit du crustacé sanguinaire. Ce n'est pas drôle. Bien, chef, on y va? Ils empruntèrent un colossal escalier de pierre jusqu'au premier étage. Le palier s'ouvrait sur une pièce aux dimensions d'une salle de bal. Le sol était recouvert d'un parquet en mauvais état. Le plafond, étayé par de grosses poutres, semblait prêt à s'affaisser et les fresques peintes sur les murs s'écaillaient. L'ensemble offrait toutefois une incontestable impression de magnificence. Au fond de la salle, Mathieu photographiait un pan de mur. « Tu ne crois pas qu'il aurait pu nous répondre ?» remarqua Salim. Camille, sans un mot, traversa la pièce en direction de son frère. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, il se tourna vers elle avec un air agacé. « Ah, c'est vrai, dit-il. Je t'avais oublié, toi. » « Et je suppose que tu ne m'as pas entendu t'appeler !»« Mes examens approchent, rétorqua-t-il. J'ai énormément de boulot, alors s'il te plaît, dis ce que tu as à me dire et ne me fais pas la leçon. » Salim, qui s'était approché, sentit Camille se tendre. Il la savait proche de l'explosion. Il fut donc surpris lorsqu'elle déclara d'une voix posée. « Bien, j'avais prévu plusieurs manières d'aborder le sujet avec toi, mais vu ton comportement, je vais être directe et concise. Ça te va ?» Mathieu soupira en regardant sa montre, tandis que Camille continuait sans se démonter. « Tu es un enfant adopté, tu dois le savoir. J'ai toutes les raisons de croire que je suis ta sœur, même si cela ne m'enchante pas. Je sais qui sont nos véritables parents, et je suis là pour t'en parler. » Mathieu, qui depuis leur arrivée affichait son agacement, se figea soudain et la regarda, abasourdi. Les mots de Camille avaient percé le mur d'arrogance derrière lequel il s'abritait. Il voulut parler, mais elle ne lui en laissa pas le temps. « Si tu es bien celui que je crois, tu dois avoir un trou dans tes souvenirs. Impossible de te rappeler ce que tu as vécu avant tes 11 ans, je me trompe ?» Mathieu acquiesça de la tête. « Maintenant, écoute-moi attentivement. Nous sommes originaires d'un univers parallèle. Nos parents nous ont mis en sécurité dans ce monde-ci. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir nous chercher. Je suis passée de l'autre côté sans le faire exprès. Et c'est ainsi que j'ai appris la vérité. » Mathieu se détourna, sans hâte. Il rangea son appareil photo dans un sac posé à ses pieds avant de se perdre dans la contemplation de la fresque murale. En quelques phrases, cette fille, qui se prétendait sa sœur, avait fait voler en éclats ses certitudes. Recoller les morceaux de son assurance brisée est essentiel pour son équilibre. Il se tint immobile un long moment, que Camille mit à profit pour calmer les battements de son cœur. Quand enfin il lui fit face, elle était apaisée, mais lui maîtrisait à grande peine sa nervosité.
Je ne sais pas comment tu as appris toutes ces choses sur moi, lança-t-il d'une voix hésitante, et j'ignore quel est ton but, mais je ne peux pas croire à ton histoire. Je ne suis pas ton frère, et ton univers de science-fiction n'existe pas. Il fit mine de ramasser son sac, Salim se prépara à intervenir. Ils avaient franchi trop d'obstacles pour que ça finisse ainsi. Camille le devança. De ferme, sa voix était devenue dure et tranchante. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Que tu le veuilles ou non, ce que je t'ai dit est vrai, et des gens ont besoin de toi. Il y a des vérités qu'il est impossible de fuir. Mathieu se tourna vers elle, des sentiments contradictoires se disputant les traits de son visage. Te rends-tu compte de ce que tu me demandes ? Articula-t-il. J'ai été adopté, c'est vrai, et longtemps j'ai rêvé que je retrouverais ma famille. Mais comment veux-tu que je croie ce que tu me racontes ? C'est totalement inimaginable. Camille ferma les yeux. Elle ne pouvait pas en vouloir à son frère d'être incrédule. Il fallait pourtant le convaincre. Qu'est-ce que c'est ? Reprit-il d'une voix étonnée. Un rat ? Il désignait du doigt la poche de Camille et le chuchoteur qui le fixait avec attention. Ce n'est pas... Commença Camille, puis elle se tut. Le dessin véhiculé par le petit animal était en train de naître. Elle se prépara à recevoir le message, mais cette fois, il ne lui était pas adressé et elle ne perçut rien. Mathieu, en revanche, sursauta. Il tourna la tête pour découvrir l'origine des paroles qu'il entendait tout à coup, et ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il prit conscience qu'elles se déversaient directement dans son esprit. Camille savait ce qu'il ressentait. Pour Mathieu, qui n'avait jamais admis la réalité de Gwenda Lavire, ce devait être vraiment incroyable. Lorsque le dessin eut disparu, il resta un long moment, bouche bée, avant de balbutier. « Qu'est-ce que... » Notre mère, je pense, indiqua Camille. Tu es prêt à m'écouter maintenant ? Il hocha la tête et s'assit par terre. L'expérience l'avait secoué. 1 heure plus tard, Camille achevait son histoire sans que Mathieu l'ait interrompue une seule fois. Elle avait tout raconté, omettant simplement les passages qu'elle ne considérait pas comme essentiels. Quand elle eut fini, le visage de son frère était pâle, presque livide. « Je suis incapable de faire ce que tu attends de moi, dit-il finalement. Je ne peux pas libérer ces prisonniers. » Sa voix avait changé. La suffisance qui la caractérisait un peu plus tôt avait cédé la place à des vacillements qui traduisaient son incertitude. Camille lui sourit. « J'ai peur que tu n'aies pas le choix. » Mathieu passa la main dans ses cheveux. « J'ai toujours su que j'avais ce don, admit-il. Je m'en suis servi à de nombreuses reprises et aujourd'hui, c'est vrai, je le domine entièrement. Mais je ne vois pas en quoi il pourrait servir dans l'univers dont tu parles. Modifier les couleurs n'a qu'un intérêt limité dans une guerre, non ?» Camille le regarda bizarrement. « Modifier les couleurs ? Que veux-tu dire ?»« Je croyais que tu savais. Je change les couleurs des peintures. » « C'est tout ? Écoute, c'est vraiment important. Quand je te parle du don, j'entends la possibilité de faire basculer dans la réalité tout ce que tu imagines, c'est bien ça ?» Mathieu se leva d'un bond. Il paraissait excité et soulagé à la fois, heureux de parler de ce qu'il avait toujours tu et rassuré à l'idée qu'il ne serait peut-être pas obligé de partir. « Mais je ne fais rien basculer du tout, dit-il en criant presque. Je transforme simplement les couleurs, regarde !» « Non !» hurla Camille. Il était trop tard. Déjà le dessin naissait. Sur la fresque murale, les couleurs passées retrouvèrent le brillant du neuf. Les dégradés s'affinèrent, de nouvelles teintes naquirent. L'effet était saisissant mais témoignait d'un pouvoir étroit, limité à une infime partie de l'imagination. Mathieu n'était pas un vrai dessinateur. Il se tourna pourtant triomphant vers elle. « Tu vois, c'est génial, non ?» Camille ne l'écoutait pas. Tous ses sens en éveil, elle guettait l'émergence d'un dessin beaucoup plus redoutable. Quand le mentaillé apparut à l'autre bout de la salle, elle se tenait prête et passa immédiatement à l'action. Une cage brillante apparut au-dessus de l'homme en costume gris. Il eut un sourire moqueur et avant que les barreaux ne l'enferment, il ligatura la cage au plafond, à l'aide d'une centaine de filins d'acier. Il fit ensuite un geste et une boule de feu naquit au bout de ses doigts avant de filer comme une flèche, droit sur Camille. La parade s'imposa d'elle-même. Une vague née de l'imagination de Camille jaillit du plancher et avala la boule de feu avant de disparaître. Une nouvelle sphère enflammée fusa, suivie d'une dizaine d'autres. À chaque fois, un mur d'eau se dressa pour les éteindre. Mathieu, pétrifié par la stupeur, contemplait la scène sans bouger, tandis que Salim cherchait désespérément une solution des yeux. Camille, elle, était calme, presque détendue. Des ondes de confiance émanaient du chuchoteur blotti dans sa poche et renforçaient sa sérénité. Soudain, le mercenaire arrêta ses tirs. Il venait de prendre conscience de la présence des garçons. Ils étaient le point faible de sa proie. Elle ne les abandonnerait jamais. Il avait gagné. Il dessina son arme favorite, et quand la longue lame serpentine apparut dans sa main, un frisson de plaisir le parcourut. La mise à mort constituait toujours le moment le plus intense de la traque. Il s'élança vers ses victimes. En une fraction de seconde, une dizaine de stratagèmes défilèrent dans l'esprit de Camille, mais ce furent les mots prononcés par la jeune étudiante, le matin même, qui s'imposèrent. Un sujet barbare qui traite de l'impact du changement de matière sur la perception que l'homme a de son milieu. Camille sourit. Un voile de soie se matérialisa devant le mercenaire. Sans ralentir, il le déchiqueta de son épée. Il se trouva face à une tenture de satin,
à laquelle il fit subir le même sort. Velours, coton, laine, dentelle, velours. À chaque pas, le mercenaire frappait comme un forcené, exaspéré d'être ralenti par ces ruses de fillette. Soie, coton, acier. Le sabre tinta avant de se briser en 3 morceaux, dont l'un lui entailla profondément la cuisse. Le mercenaire se figea. Le choc avait été atroce et son bras, cassé en plusieurs endroits, ne lui servait plus à rien. La teinture d'acier qui l'avait piégé disparut. Sa proie se tenait devant lui à quelques mètres, droite et souriante. Il eut un rictus. Il était aimant taille. Il pouvait tuer n'importe qui à main nue à 1/10 de seconde. Cependant, il allait prendre tout son temps pour elle. Elle se mit à dessiner, mais il était sur ses gardes. Il créa un souffle de vent qui fit voler au loin les balles qu'elle lançait vers lui et évita sans difficulté les 3 boules de fonte dissimulées parmi les balles en caoutchouc. « Tu ne mourras pas 2 fois !» railla-t-il, en faisant un pas en avant. Il lui sembla entendre la fille murmurer. Il tendit l'oreille. Matière. Un gros cube de carton naquit devant lui. Il l'écarta du pied, surpris qu'il ne dissimule pas de piège. Un autre bloc, de mousse cette fois, apparut juste au-dessus de sa tête. Il leva son bras valide pour le repousser et perçut trop tard le 2e dessin. Ce n'était plus de la mousse qui le surplombait, c'était un bloc de béton de plusieurs tonnes. Le mercenaire traversa le plancher brisé comme s'il avait été de paille, et dans un fracas énorme, la masse de béton, en s'écrasant contre la pierre du sol, le réduisit à néant. Camille s'assit lourdement et prit sa tête entre ses mains. « Camille !» cria Salim en se précipitant vers elle. Elle le regarda en grimaçant. « Tu as déjà entendu parler de l'impact du changement de matière sur les mercenaires du chaos ?» Salim la prit dans ses bras et la serra de toutes ses forces. « Tu es merveilleuse !»« Je le pense vraiment !» Il se redressa et, pour cacher sa gêne, se tourna vers Mathieu qui s'était approché. Contre-coup du combat auquel il avait assisté, le jeune homme tremblait comme une feuille. « Tu es blessé ?» s'inquiéta-t-il. « Non, ça va !» le rassura-t-elle en se levant. Mathieu jeta un regard autour de lui. « Il y a encore des risques, je veux dire, qu'un autre apparaisse !» « Je ne crois pas !» indiqua-t-elle. « Mais nous ferions bien de ne pas nous attarder ici. Le vacarme risque d'attirer du monde et je n'ai pas envie d'expliquer ce que fait ce bloc de béton au rez-de-chaussée. » Mathieu expira longuement. L'image du mantail le poursuivait. Le trou béant dans le sol attirait irrésistiblement son regard. Ses pensées s'égaraient. Il lui fallait se secouer. « Suivez-moi, proposa-t-il. Nous avons besoin de boire un coup après ça, et nous devons parler. » Chapitre 12. Partie Akiro. Ils se retrouvèrent bientôt attablés à la terrasse d'un café. Mathieu avait commandé des boissons et des sandwichs qu'ils attaquèrent avec entrain. Ce qu'ils venaient de vivre avait transformé leur relation. Ils étaient liés par le moment intense qu'ils avaient partagé, mais encore abasourdis, avaient du mal à en parler. « Je ne partirai pas avec vous, » annonça finalement Mathieu. « On t'avait dit que tu n'avais pas le choix ?» Intervint Salim du tac au tac. Camille le fit taire en posant une main sur son bras. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. « Parce que je ne suis pas celui que tu pensais trouver, » expliqua Mathieu. « Le don que je possède et qui me paraissait hier si formidable n'est rien à côté de ton pouvoir. Je suis incapable de sauver qui que ce soit. » Il laissa s'écouler quelques secondes avant de continuer. « J'ai peur aussi. L'inconnu ne m'attire pas, au contraire. Je suis bien ici. Je fais des choses formidables. Je ne veux pas m'exiler. » « Et nos parents ?» insista Camille en plantant ses yeux dans les siens. « Tu n'as pas envie de les retrouver ?» Il hésita et inspira longuement avant de répondre. « J'ai des parents, un père et une mère qui m'ont accueilli et me chérissent comme leur propre fils, alors que ceux dont tu parles sont des inconnus, peut-être morts depuis des années. Ce que tu me proposes, et je suis désolé si cela te blesse, ressemble à la poursuite d'une chimère. » « Pourtant tu as reçu le message du chuchoteur !» le pressa Camille. Le visage de Mathieu se teinta de compassion. « Ce n'est qu'un animal, » objecta-t-il d'une voix douce. « Douté de pouvoir psychique sans doute, et pour le reste guère différent d'une souris. Tu ne peux tout de même pas te fier au dire d'un rongeur. » Camille accusa le coup. Elle était intimement convaincue que leurs parents étaient vivants. Leur mère lui avait parlé et à travers chacun de ses mots, elle avait senti la présence de leur père. Elle en était convaincue, même si elle ne parvenait pas à en persuader Mathieu. Il était heureux, lui, et cela faisait toute la différence entre eux. Elle ferma son esprit au chagrin qui pointait son nez. Elle pleurerait plus tard ce frère à peine entrevu. Pour l'instant, elle avait des amis à secourir. Elle se leva. « Que fais-tu » s'étonna Mathieu. « Je m'en vais. Je n'ai plus rien à faire ici, et parler plus longtemps avec toi rendrait notre séparation trop douloureuse. Je préfère ne pas te connaître davantage, puisque nous nous reverrons certainement jamais. Je te souhaite beaucoup de bonheur, mon frère. » Mathieu sursauta. Tout se déroulait trop vite, il ouvrit la bouche pour la rappeler, pour se justifier, mais elle lui avait déjà tourné le dos et s'éloignait. Salim se leva à la hâte. Il contempla Mathieu, effondré sur sa chaise.
Pas sûr que ce soit le bon choix, vieux, lança-t-il. C'est vraiment chouette là-bas. Il lui tapota gentiment le bras et partit en courant à la poursuite de Camille. Il la rattrapa alors qu'elle pénétrait dans une ruelle. Au bruit de sa course, elle se retourna et l'attendit. Lorsqu'il parvint à sa hauteur, il voulut parler, mais elle le fit taire d'un geste. Écoute-moi, Salim. Je vais rejoindre Edwin, Björn et les autres. Nous allons nous battre pour rejoindre les figés, et quand nous les aurons trouvés, je les éveillerai. Je sais que j'ai le pouvoir de le faire. Ce sera difficile. Gwendalavir est un monde que nous connaissons mal, et c'est un monde en guerre. Dans une semaine, je serai peut-être morte, et si je survis, il y a très peu de chances que je revienne un jour. Je sais. Et tu veux tout de même m'accompagner? Oui. Pourquoi? Tu ne veux pas m'en parler? Non, je passe ça, et Salim réussit à briser le silence. Eh ma vieille, tu crois vraiment que ta mère est vivante et qu'elle se sert du chuchoteur pour te parler? Camille sourit en caressant la bestiole au travers de sa poche. Je ne crois pas, j'en suis sûre. Génial! S'exclama Salim avec conviction. Et si on y allait maintenant? Plus rien ne nous retient ici? Si, une dernière chose à dire. Vas-y alors. Salim? Oui. Moi aussi. Un grand sourire incrédule se peignit sur le visage du garçon, mais déjà Camille avait saisi sa main. Il n'y eut aucun bruit, aucune lumière. Dans la ruelle, il n'y avait plus personne.